Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à Radio Nova. Bienvenue à toutes et à tous dans la dernière, en direct de Toulouse. En direct de la cartoucherie, la salle de la cabane. Pour cette émission qui s'annonce assez exceptionnelle. Des gens se jettent dans le public complètement nu. On est ravis d'être là à Toulouse, cette ville de légende. Claude Nougaro, les Fabulous Troubadours, Big Flo et Oli, les Chevaliers du Fiel. Ça dit comme ça fait un peu accident de bagnole au ralenti. Merci d'être là et de nous écouter surtout en grande quantité, puisque les scores sont tombés cette semaine et les chiffres des audiences de Nova ont été multipliés à peu près 4 milliards par 4 milliards, selon mes calculs. Donc merci à vous, merci aux techniciens de Nova. Par exemple, notre réalisateur Malo, qu'on peut applaudir, qui fait un travail exceptionnel aussi. Et qui va voir son salaire multiplié par 4 milliards, selon mes calculs. On se demande ce qu'il va faire de ses 125 € mensuels. La grande vie au pays de la quicheta. Et merci évidemment à toute l'équipe merveilleuse qui m'accompagne encore aujourd'hui. Juliette Arnaud à mes côtés, mesdames, messieurs. Et bonjour. Ça va, Juliette? Très bien. Je suis très contente d'être à Toulouse. C'est quoi ton lien avec Toulouse? Est-ce que tu as une vie passée avec Toulouse? J'ai une vie présente. Oui. Ma mère, lien sacré, vit la moitié de l'année à Toulouse. Et peut-être qu'elle est dans la salle, mais on respecte sait mais pas. non, Elle est là, ça, c'est pas vrai. Pas de blague sur les mamans. À ses côtés. Pas de blague sur les mamans. De Juliette, celui que vous avez entendu avec sa voix de velours, Aymeric Lompré. Et toi, Aymeric? Oui. C'est quoi? Ouais, je sais que tu as un petit attachement à Toulouse, en particulier depuis hier soir. Bah moi, mes derniers souvenirs, c'est souvent la veille, quoi. Donc oui, hier soir, j'étais dans un bar qui s'appelle chez Ginette. Allez, placement de produit, carrément. Ouais. Bah ils m'ont demandé, ils sont en galère. Allez-y chez Ginette, un shooter acheté, ils te le filent. Merci, Aymeric. Et Pierre-Emmanuel Barré est évidemment à nos côtés. Bonsoir Guillaume. Et alors, toi, Toulouse? Eh ben moi, mon rapport à Toulouse, c'est Ginette aussi, mais pas le bar. Et nous rejoindrons pendant l'émission Perrine Deza, Hakim Omiri et Tania Louis. Merci tout le monde. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, on commence cette nouvelle émission qui commence traditionnellement, vous le savez, par la célèbre revue de presse. Pierre-Emmanuel. Oui, c'est moi qui commence. Allez. Et j'ai une info. Et alors? Oui. L'ESJ Paris, l'école supérieure de journalisme, vient d'être rachetée par Bernard Arnault et Vincent Bolloré. Et alors? Bah ouais, et alors? Il n'y a pas de raison, ils ont déjà les journaux, les chaînes de télé, les boîtes de production, c'est quand même les mieux placés pour assurer une formation continue. Regardez-moi, je sors de l'école des chroniques Mathieu Pigasse et tout va bien, j'ai gardé mon indépendance. Mathieu Pigasse, il est super! Pardon, je dois le dire toutes les 15 secondes. Moi, j'ai une information. Super! Vive Jean-Luc Moudenc! Calmez-vous. Non, 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 non. Les valeurs de la République, ça vous dit quelque chose? Bon. Le maire LR de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a déclaré « La classe politique française est ringarde et la gauche atteint des summums en la matière ». Super. Vive Jean-Luc Moudenc. J'ai pas de blague, c'était juste pour le plaisir de vous voir. Excusez-moi, mais Mathieu Pigasse, il est super! Toutes les 15 secondes. Alors moi, j'ai une info. Allez plus haut et tout vomir sur l'avenir. Il semblerait que Trump ne propose des postes qu'à des types plus zinzins, plus extrémistes et plus radicaux que lui. Allez plus haut, et tout vomir sur l'avenir. Les enfoirés, quoi. Bon, en même temps, on dirait un peu la méthode de Guillaume pour le recrutement de la dernière. Puisqu'on parle de Guillaume, Mathieu Pigasse, il est super! Eh, attendez, moi j'ai une info, et c'est quoi son prochain film? Invité sur CNews, Claude Lelouch a déclaré « Je dis qu'on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux. C'est vrai que ce soit pour une voiture, une femme ou un frigo, ou n'importe quoi. » Et c'est quoi son prochain film? Bah ça sera un homme et un frigo. Ok, j'avais. Ou alors un homme et une voiture. Ouais, on l'avait Ou compris. alors Non. encore... On avait parce qu'en fait, normalement c'est un homme et une femme, et là j'ai changé mais on avait compris. de manière très astucieuse. Excusez-moi, J'ai- Mathieu Pigasse, il est super! J'ai une info. Alors ça, c'est le pompon sur la Garonne. Le ministre de l'économie, Antoine Armand, ne dit pas non à l'idée de travailler 7 heures de plus gratuitement pour la sécurité sociale.
Alors ça, c'est le pompon sur la Garonne. J'ai pas de blague non plus, mais ça me fait un kiff de vous entendre dire ça aussi. Mathieu Pigasse, il est super. Alors moi j'ai une info, allons, bon changement de programme. Une loi... C'est de plus en plus compliqué. Oui, parce que c'est l'accent d'Aix-en-Provence. On appelle ça l'accent jambon. Donc c'est allons, bon changement de programme. Une loi va passer pour empêcher le démarchage téléphonique tous azimuts. Ça arrive pas. Dorénavant, il faudra donner son consentement pour être importuné. Et peut-être faudrait faire passer l'info au cinéma français. Mathieu Pigasse, il est super. Et j'ai une info. Applaudissez pas, j'ai pas encore dit l'info. J'ai une info, t'as pas autre chose à foutre, Nicolas? Dimanche dernier, Nicolas Navarro remporte le marathon de Toulouse. T'as pas autre chose à foutre, Nicolas? Ouais, genre mener des enquêtes ou. Navarro, c'est comme Roger Hanin, mais en. Une fois de plus, j'ai bien usé de mon humour décalé. Moi, je finis avec une info, mais ouais, c'est clair. Vous êtes prêts? Mathieu Pigasse, il est super. Mais ouais, c'est clair. Quel plaisir d'avoir des médias indépendants et critiques. Alors, reconcentrons-nous quand même. C'est un début en fanfare. Émeric, je t'avais confié une mission, tu te souviens de ça? Oui. Oh là là, en début de saison, j'avais dit, ce serait bien que tu nous proposes une petite séquence en fin de journal. Oui. Alors, il y a eu des échecs. Il y a eu quelques échecs. des échecs, comme la météo, les éphémérides, les marées, le point trafic. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Alors, cette semaine. Oui. Non, mais je vais vous faire un truc un peu particulier et enraciné dans cette belle ville de Toulouse. Et vous allez rire, car enraciné est un mot bien mal choisi pour la séquence qui va suivre. Puisque je vais vous donner, et j'espère que cela va vous plaire, les horaires des avions. Car Toulouse est une ville d'aéronautique, de voyage et de rêve. Savez-vous que 2 habitants sur 3 bossent pour Airbus ? Du petit assembleur de boulons au grand pilote de ligne. Savez-vous que dès le plus jeune âge, les petits Toulousains apprennent à piloter avant même de dire cassoulet? Savez-vous que le premier homme à avoir découvert l'avion était un Toulousain? En 1765, il était là. Putain, c'est quoi ce truc? C'est un ballon de rugby? Savez-vous? Allez, la séquence, les horaires, Émeric. C'est parti, c'est parti. Alors, lundi, à destination de Paris, 9h, 10h30, 11h, 14h, 17h et 18h. Toujours lundi, à destination de New York cette fois-ci. 9h, 12h et 17h. Bien entendu, amis toulousains, ce ne sera pas un direct, car il n'existe pas de direct Toulouse-New York. Sinon, le choc serait trop grand pour nos amis toulousains. Ils arriveraient à New York et c'est là, putain, c'est le futur, là. Attends. toujours là. Non. C'est dommage de réagir comme ça. Toujours lundi. À noter que le lundi est une période très faste pour nos amis les avions. Lundi, à destination de Nice. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'avion. Vous n'allez pas prendre l'avion pour faire Toulouse-Nice quand même? Merde. Faut arrêter de prendre toujours l'avil'avion, les Toulousains. Faites chier. Putain, à chaque fois, ils sont là. Je cherchais du pain. Peut-être je vais prendre l'avion. Arrêtez. J'ai mis mon enfant à 2 heures d'avion de la crèche. Il est super. Arrêtez avec vos avions, ça pollue. Ça pollue. Vous voulez quoi? Que la Terre, elle tousse? Vous voulez que la Terre, elle tousse, en fait? Qu'elle tousse? Qu'elle tousse? Voilà. La Terre, vous voulez qu'elle tousse? Que les poumons de la Terre, ce soient les poumons à moi? Émeric, c'est ça? Émeric, on va... Waouh. Non, là, c'est trop... Je vais me calmer. Ouais, voilà, on est là pour... Je vais regarder les bourrelets de pierre, ça va me calmer. Ouais, tu peux les toucher. Voilà, merci beaucoup. Merci quand même, Émeric. Non, mais ça m'énerve. Oui, on a senti l'énervement. Hein. En tout cas, c'était... Bien joué. C'est bien joué. Le cours Florian, hein, c'est le cours Florent, mais à Lille, c'est moins cher. Juliette, je te prendrai nue dans la cime Camille. C'est pas une proposition, hein. En plus, c'est ta maman dans la salle. Non, c'est un succès local. C'est pour savoir si c'est ça qu'on allait écouter, là. Comme musique? Non. Oui. Non, on va plutôt écouter un musicien, vu qu'on est sur une radio musicale. Oui. Il s'appelle Teddy Swims. Il est aussi tatoué et barbu que sa voix est miel et caramel. Ce titre qu'on va écouter s'appelle Bad Dreams. Et j'adore ce qu'il fait la guitare. C'était Teddy Swims. Bad Dreams, vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière avec Juliette Arnaud, Émeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré. Nous sommes en direct de Toulouse, la ville que Émeric Lomprey appelle le Bordeaux Discount. C'est pas très sympa. Alors, pourquoi? Oui, moi j'ai eu la même réaction que vous. Mais j'ai jamais dit ça. Oh, moi j'avais pas entendu. Bon, allez, on est à Toulouse, pourquoi? Parce que c'est notre première délocalisation de la dernière.
Parce qu'on a remarqué que vous nous écoutiez énormément ici, sur Internet et en numérique. Et c'est vrai, mais vous n'avez pas de fréquence. On ne peut pas écouter Nova à Toulouse. Donc, pour nous soutenir... C'est une honte, c'est un scandale d'État. Donc, pour nous soutenir et réparer cette anomalie insupportable, tu peux évidemment crier de ton siège, mais ça ne servira pas à grand-chose. Et tu peux également envoyer un message. Alors, je vous donne l'adresse, allez voir. Nova Family, tout attaché, @radionova.com. Et là, vous mettez les lettres d'amour à Nova, de l'argent pour Mathieu Pigasse, etc., etc. Lâchez-vous. Voilà, pour qu'on ait une fréquence à Toulouse. Notre invitée nous a rejoint. Elle est chroniqueuse judiciaire pour le site Slate. Elle a passé autant de temps dans les tribunaux que Balkany, Sarkozy, Benoît Magimel réunis, ce qui est une performance. C'est la formidable Élise Costa, mesdames et messieurs. Bienvenue, Élise. Merci. Merci d'être venue jusqu'à nous. Je vais te présenter en quelques mots. Tu t'hésites pas à m'interrompre si je me trompe. Je te préviens, on est vraiment une émission de fond, donc les questions sont un petit peu pointues. Voilà, je préfère prévenir. Alors, t'es née un 24 décembre. Est-ce que c'est pas relou pour les cadeaux de Noël, ça, Élise? C'est la première fois qu'on me pose la question. Mais non. Ben oui, Je suis sûr que c'est ironique. J'ai fait l'école Léa Salamé. Non, c'est très pratique. Et c'est pratique, d'accord, très bien. Tu as fait des études de droit à Bordeaux. Donc, alors, études de droit plus Bordeaux. Ça fleure bon quand même la doudoune sans manche et le week-end à Arcachon. Comment tu as vécu ces années-là? Exactement comme ça. C'est-à-dire que j'avais tous les week-ends à Arcachon. Qu'est-ce qui t'intéressait dans le droit, plus sérieusement? Pourquoi tu t'es orienté vers ce type d'études? Parce qu'au début, j'étais vraiment en mode je vais défendre la veuve et l'orphelin. Ouais. Je voulais être avocate. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et en fait, j'ai continué parce que je réussissais mes années. Mais en fait, c'est pas... Mais pourquoi tu t'es rendu compte que c'était pas pour toi? Pourquoi t'as lâché la... Non, parce qu'en fait, il faut vraiment avoir le cerveau fait pour ça, j'ai envie de dire. Il faut vraiment avoir On sent que t'as envie de dire du mal des avocats, mais que t'y arrives pas. Non, je me contiens beaucoup. Ouais. Non, mais je sais pas. En fait, c'est simplement qu'il y avait parfois une logique qui m'échappait. Ouais. Donc, Mais c'est aussi un trait de caractère dont tu pensais que tu ne le possédais pas, une forme d'arrogance. Excusez-moi, j'ai perdu ma voix intérieure. Oui, c'est sûrement ça. Non, en fait, vraiment, il y a tout un langage juridique à adopter, etc. Et vraiment, j'avais du mal. Enfin, c'était vraiment très douloureux pour moi de l'intégrer. C'était plus une littéraire, parce qu'après, tu as obtenu un Master 2 en propriété littéraire et artistique. Oui, voilà, j'ai essayé de bifurquer comme je pouvais. Ouais. Et tu as écrit des livres. Alors, je cite ton premier livre très remarqué, qui s'appelle « Comment je n'ai pas rencontré Britney Spears ». Oui. Et c'est donc un livre qui porte bien son nom. Ah oui, Puisque tu ne l'as absolument pas rencontrée. Non, je ne l'ai pas rencontrée, elle ne m'a pas rencontrée non plus. Ou alors pas que tu ne saches. Eh bien, elle est là, Élise. Mais ça veut dire que t'étais fan, t'étais une Britney, comme aujourd'hui il y a des Swifties? Non, après j'ai pas trop un caractère de fan, donc non, mais en tout cas elle me fascinait, ouais, je trouvais qu'elle était assez fascinante. Et est-ce que déjà en 2010 tu reniflais ce qu'il y avait de douleur dans ce qu'on nous on a découvert des années et des années après en fait, quand on a compris qu'en fait elle était sous la tutelle de son père, qu'on lui retirait petit à petit tous ses droits? En fait, ce que je voyais en tout cas, c'était le traitement médiatique qu'on lui infligeait et qui était très en vogue, j'ai envie de dire, au début des années 2000 par rapport à toutes les starlettes et où on les suivait en permanence. Enfin, elles n'avaient vraiment plus de vie privée. Donc mais je trouvais ça fascinant déjà à l'époque. Mais t'étais déjà sur une thématique d'injustice. Il y avait déjà quelque chose que tu trouvais injuste. Ouais, on peut le voir comme ça. J'essaie de relier à ton, non, à ton métier d'aujourd'hui. Maintenant, Britney, je ne sais pas si les gens ont suivi, parce que j'espère que oui, parce que c'est quand même un sujet fascinant. Mais en fait, aujourd'hui, elle a eu des problèmes avec la justice. Elle a été sous tutelle forcée pendant des années et des années. Et donc c'est un peu comme si mes deux passions se rejoignaient. Donc c'est vraiment super. Et c'est en 2015 que tu commences les chroniques judiciaires pour Slate. Et donc, tu commences à suivre des procès aux assises et les raconter. Et cette même année, tu reprends les études de criminologie. Alors, ouais. Comment c'était venu cette passion? Parce que ça paraît un peu sordide, des études de criminologie. Qu'est-ce qui te passionnait là-dedans? Dans le fait divers ou dans le droit? Les deux, dans le droit pénal. Les deux, et pourquoi tu as décidé de reprendre tes études? Parce que, en fait, je crois que j'avais un peu un syndrome de l'imposteur et je me disais, là, je vais m'embarquer dans un truc qui est une matière sérieuse et il faut quand même que j'ai un bagage sérieux qui aille avec. Ouais. Et qu'est-ce qu'on apprend en cours de criminologie? Plein de choses super. On apprend la médecine légale. On apprend.
Donc des cadavres. Ouais, c'était super. Non, alors on a tendance à penser que c'est ça, que ce sont les autopsies, etc. Mais en fait non, c'est surtout une médecine du vivant, parce que par exemple, ça vous faites taper dessus, si jamais il y a une bagarre, etc. Il faut faire constater vos blessures. Pareil pour les viols, etc. Donc il faut faire constater. C'est pas juste ouvrir des gens, quoi. Ah oui, c'est vrai, quand on dit médecine légale, on s'imagine tout de suite, cadavre. Ouais, d'accord. Et pourquoi tu as décidé de rôder dans les cours d'assises? Qu'est-ce qui t'a donné le... Alors en fait, ça a commencé avec une histoire qui s'est passée à Toulouse, parce qu'à l'été 2015, il y a eu une jeune étudiante qui a été retrouvée dans une malle d'acide dans son studio. Une malle d'acide? Une malle d'acide, ouais. Ok. J'avais bien compris, donc d'accord. Ouais. Dans une malle d'acide J'ai pas compris non plus. Ouais. Et une malle achetée chez Medica, pour ceux qui connaissent. Allez, placement de produit. Attendez 2 minutes, où est-ce qu'on va là? Et en fait, j'entends... Émeric qui prend des notes, il a d'accord, une malle de l'acide. Ça ne fonctionne pas déjà, il faut le savoir. Ça ne dissout pas un corps. C'est pas comme dans Breaking Bad, mais justement on a appelé ça le meurtre à la Breaking Bad. Et à ce moment-là, j'entends parler de la meilleure amie de cette fille qui s'appelle Eva Bourseau. Et sa meilleure amie, à ce moment-là, elle est harcelée par les journalistes, elle ne sait plus comment faire. Et c'est vrai que je me dis, ça doit être vraiment hyper dur, en fait. Elle vient de perdre sa meilleure amie et personne ne lui demande comment elle va, et tout le monde veut en fait des infos sur son amie qui vient de décéder dans des circonstances horribles. Et donc voilà, donc je me dis je vais laisser passer du temps, puis un jour j'essaierai de la rencontrer et qu'elle me raconte ce que c'était cette vie-là à ce moment-là. Et donc je vais dans des cours d'assises parce que je sens bien que je vais suivre le procès. Et ça devient, je suis vraiment tombée en amour en fait avec la matière, c'est-à-dire que ça devient hyper addictif. Et voilà, et après depuis, je fais plus que ça. Alors le monde judiciaire, c'est un monde assez particulier parce que on dirait que ça fait partie des métiers du Caire, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus d'avocates que d'avocats, et c'est la même chose chez les avocats généraux, les juges. Et par ailleurs, en général, les accusés à, 85 ou 90%, ce sont des hommes. Est-ce que quand on est une chroniqueuse judiciaire, c'est un truc qui saute aux yeux, voire à l'âme? Alors, par exemple, les magistrats, je suis pas sûre qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, je sais pas, mais... C'est à peu près égalité, c'est chez les avocats qu'il y a plus d'avocates. D'accord. C'est pour ça qu'on se demandait quelle est... l'émission. C'est vrai qu'on se demande toujours C'était pas mal. Quelle est la plus-value d'Émeric? Non, mais je suis le sniper de l'émission. Ouais. Laurent Bouffi. Mais c'est vrai, est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué Oui, ça m'a marqué. Mais même dans les chroniqueurs judiciaires, en fait, on est beaucoup plus de femmes. Il y a beaucoup plus à l'association de la presse judiciaire, je crois qu'on doit être à peu près à 60% de femmes. Donc, est-ce que ça m'a marqué? Je sais pas. Moi, ça me marque plus, en fait, de voir peu de magistrats noirs ou arabes, par exemple. Ça, c'est alors qu'on les voit en tant qu'avocats. Mais non, sinon, après, j'ai pas fait un distinguo particulier. Et pour faire un petit cours de droit accéléré, parce que là, on parle comme si on savait de quoi on parlait. Et on ne sait pas. Ouais, bienvenue sur CNews. Tout basiquement, qu'est-ce que c'est les assises? Les cours d'assises, en fait, c'est là où on va juger les crimes. Donc, ça nécessite ce qui va être très sévèrement puni, on va dire. J'essaye de résumer. Et pourquoi ça s'appelle les assises? Parce qu'on est assis. Ouais, parce qu'on est assis, je pense que ça doit être ça. C'est pareil, les magistrats du parquet, les magistrats du siège, c'est la même raison. Ok. Et donc c'est là où on voit les fameux jurés qui délibèrent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Parce que dans la salle, je suis sûr, il y a des gens, ils n'ont jamais tué personne. Ouais. Donc ils n'ont pas eu l'occasion de se retrouver dans une cour d'assises et assister à un procès. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce petit rituel, ce théâtre? Alors effectivement, c'est hyper codifié et il y a toute une procédure. C'est vraiment ça, le mot, c'est vraiment théâtral. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais... Donc, par exemple, on a parlé de l'avocat général. Qu'est-ce que c'est un avocat général? Ouais, un avocat général, souvent les gens ne savent pas ce que c'est, mais c'est l'avocat de la société. Donc c'est l'équivalent du procureur dans un procès civil. C'est la même chose, c'est juste qu'aux assises, on lui donne un autre nom. Ouais. Mais c'est exactement ça. Donc lui, il va dire, c'est pas bien de tuer les gens, vous avez tué les gens, nul. Voilà. Okay. Donc je demande... Je vulgarise énormément. Donc je demande il est super. au nom de la société. Au nom de la société, moi j'estime qu'on doit lui mettre une peine de temps et les jurés suivent ou non. Ok.
On va faire un petit teasing, on reviendra à ça juste après, parce qu'on aura le temps d'en parler, on a 2 heures. Mais avant ça, on va souffler un petit peu. Il faut bien remplir la poche pour mettre dans la malle. Appropriation culturelle, pardon, c'est la publicité. Là, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova. C'est la dernière, avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invitée, la chroniqueuse judiciaire Élise Costa, qui est avec nous jusqu'à 20h en direct de Toulouse. Ville de légende, on l'a dit, on l'a beaucoup dit avec ses expressions, son patois local, par exemple, à un moment donné, se dit voilà, parce qu'au final, les syllabes, on en a rien à foutre. Et nous a rejoint une autre régionale de l'étape. Elle a un spectacle où elle parle d'amour. Aymeric, l'amour, tu vois ce que c'est? Oui, c'est quand... Ouais. Voilà. Ce qu'il y a entre le match Tinder et la pension alimentaire, hein, finalement. Alors, oui, l'amour. Voilà, l'amour, je parle de celui-là. De quoi elle va nous parler aujourd'hui? On ne sait pas, mais mesdames et messieurs, Perrine Deza est avec nous. Bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien? J'ai bien entendu, merci. Ce soir, j'aimerais profiter de cette tribune pour demander pardon. Voilà, je suis féministe, comme vous pouvez le constater, à mon apparence de jeune femme blanche. Et je passe une bonne partie de ma vie à monter sur scène pour dénoncer le patriarcat, la domination des hommes, le gluten. Et j'ai été hypocrite. J'ai connu un homme qu'on appellera Eduardo Bonifacio de la Salamanca. Parce que tout est plus classe en espagnol, et en particulier Édouard Boniface de la Salamandre. Le sexe en couple, c'est comme boire 2 litres d'eau par jour. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Et il fut un temps où je n'avais plus soif d'Eduardo. Je l'avais informé, mais il continuait régulièrement de me tendre sa gourde en disant « Oh, allez, tu vas pas me laisser comme ça ?» Alors, je jouais l'évitement. Je traitais l'organe génital d'Eduardo comme un ours dont il ne faudrait pas réveiller les instincts. Pas d'agitation, pas de gestes brusques, ne jamais le regarder dans l'œil. En restant immobile, par exemple, l'ours finit par se désintéresser et repartir. Mais pas le fidèle compagnon d'Eduardo Bonifacio de la Salamanca, Eduardinho, dit El Chibro. Et puis un beau jour, Eduardo me recontacte. Il a côtoyé une fille à qui il a parlé de nos rapports passés. Alors déjà, super, merci bien. Je veux dire, est-ce que moi je vais raconter comme ça notre vie intime à des tierces personnes? Et à ceux qui diraient que je suis de mauvaise foi, je leur répondrai oui. Bref, il lui a tout raconté et la fille de répondre Eduardo, tu es problématique, tu es un forceur. Moi? Attends, moi je suis polyamoureux, je bouffe pas de foie gras, et tu vois ça? Bah c'est du vernis, c'est QFD, ce qu'il fallait déconstruire. Mais, tourmenté, il vient quand même me trouver. Elle exagère, hein? Hein? Allez, bah dis quelque chose. Bah, tu vas pas me laisser comme ça. Me dit-il en me piquant comme ça avec un petit bâton à saucisse. Parce que moi, à ce moment-là, il faudrait me redémarrer en mode sans échec. Je contemple ce visage que j'ai vu s'essouffler au-dessus du mien pendant que, dans ma tête vaguement dégoûtée, je m'échappais vers des réflexions existentielles du type « Si le J, c'est le S. Est-ce qu'on ne devrait pas tous se dire bonsoir ?» Donc attends. Vous êtes des gens de... Attends, là si je comprends bien... Après les coïts à contre-cœur, il faut encore que j'assure le service après-vente pour que tu ne te sentes pas trop mal. Et je vois le regard d'Eduardo, il a le regard des lapins pris dans les phares. Il a le regard des types qui découvrent que le consentement, c'est pas un adverbe. Mais s'il faut qu'on vous explique, mais vraiment, pas de problème. Hein. Moi, à la pédagogie, je suis pour. Hein. Tu me donnes un objet contendant, un de tes orifices, et en avant, quoi. Moi, j'explique, hein. Et puis plus tard, j'en discute avec une amie, travailleuse du sexe, qui me dit « Oui, enfin, le consentement, c'est pas l'envie, c'est l'accord. Moi, avec mes clients, c'est comme au restaurant. Il y a des formules, il y a des prix. Si t'es sympa, je t'offre un Dijon, mais il n'y a pas marqué les restos du cœur. Bon, toi, avec ton médiocre, là, tu fais l'amour sans envie contre quoi, exactement? Le couple, la fidélité? Bah non, tu sais, moi, le polyamour... Ah, ouais.
Dis donc, tu serais disponible mercredi, j'organise un dîner, ça me ferait vraiment très plaisir que tu te joignes à nous. Et je me rends compte que j'ai été injuste. Parce que c'est facile de tomber dans la misandrie. Vraiment, très peu d'efforts, hein. Easy peasy. Mais je me suis trompée de colère et je voudrais demander pardon à la personne que j'ai jetée sous le bus, avec laquelle j'ai manqué d'empathie, moi-même. Oh. Parce que le féminisme, c'est comme les bons conseils, la crème solaire dans le dos, la gauche pour Lucchini. Le plus difficile, c'est de se l'appliquer à soi. Et surtout, merci. Et surtout dans l'intime. Parce qu'on nous a vendu la sphère intime comme un refuge à la violence. Et on le constate en ce moment, non. Voilà. On nous a fait croire au Père Noël. Et non seulement c'est un leurre, mais parfois le type dans le costume est pédophile. Défendre la cause des femmes, on peut le faire avec des discours, avec des blagues, avec des objets contondants dans des orifices, mais c'est avant tout ne pas laisser tomber celle qui compte le plus, soi. Quant aux hommes... Oui. Quant aux hommes... C'est tout ? Tu vas pas nous laisser comme ça ? Bah si. Perrine Deza, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Perrine. On te retrouve au théâtre Rock-Lane à Toulouse le 28 novembre pour ton spectacle Puisqu'on parle d'amour. 13 et 14 décembre pour le Passy Late Show avec Monsieur Tristan, et toutes les infos sont sur ton compte Instagram Perrine Deza, D-E-Z-A. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Perrine. On est toujours avec Élise Costa, chroniqueuse judiciaire. Et avant cela, on était en train de faire une petite revue, un peu de détails du personnel judiciaire. On a vu l'avocat général. Est-ce qu'on peut parler des parties civiles ? On entend toujours les parties civiles dans les médias. Qu'est-ce que c'est exactement les parties civiles ? Les parties civiles sont simplement les victimes. Okay. Tu l'as dit un peu genre, on s'en fout un peu. Non, parce que parfois les gens de l'institution judiciaire aiment bien dire non, ce sont les plaignants. Donc, mais non, en gros, voilà, ce sont les victimes. Les victimes. On a évidemment la pièce maîtresse qui sont les jurés. Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus ? C'est des gens qui sont tirés au sort. Ouais. Donc ça peut être n'importe qui. Ça peut être Émeric. Émeric peut décider de la vie. Mais je crois qu'un casier judiciaire vierge, non ? Ah oui, donc ça peut pas être Émeric. Ouais. Non, mais il suffit qu'on ait par exemple une carte électorale, non ? Il y a quand même une petite douille. Oui, mais après, j'ai tendance à dire que c'est vraiment le destin si jamais vous êtes tiré au sort en tant que juré, parce que d'abord vous allez recevoir une lettre chez vous en disant voilà, vous avez été tiré au sort. Ensuite, il y a un deuxième tirage au sort. Là, vous êtes convié à la cour d'assises et on peut être récusé. Ouais, voilà. Après, il y a une urne avec des petites, comme Motus, il faut tirer une petite boule et avec votre numéro, et donc on dit Monsieur Machin, et donc Monsieur Machin va se lever, et là, effectivement, l'avocat de la défense ou l'avocat général peut dire récusé. Et ça, sans donner d'explication. Ils se basent sur rien, parce qu'en fait, ils n'ont pas trop d'infos. Ils vont avoir le nom, le prénom, l'âge, peut-être parfois la profession, mais pas toujours. Ils jugent au physique. Généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, honnêtement, ils vont aller chercher un peu sur Internet, donc il faut faire attention au Facebook. Non, mais en fait, ils vont faire... aucune chance d'être juré. Et on peut refuser d'être juré ? Alors, théoriquement, non. C'est-à-dire que, parce que c'est votre devoir de citoyen, donc vous pouvez avoir une amende. Si jamais vous vous présentez pas, mais en vrai, moi j'ai déjà vu un homme qui est arrivé, il s'est présenté, en plus il est tiré au sort, il n'est pas récusé, et là il se met à pleurer vraiment à chaudes larmes, et il dit mais je peux pas, mais même regarder un film policier, je peux pas, ça me rend malade. Donc s'il vous plaît, je vais faire un stage citoyen, donnez-moi n'importe quoi. Et bon là évidemment, le président il a pas dit non mais je m'en fous. Voilà. Donc là ils lui ont dit bon ça va aller, on va laisser passer pour ça. Mais si jamais on se présente pas, oui, on peut avoir. Là, c'est l'amende. Et qui dit juré dit un truc que alors là, moi, je trouve absolument pas, qui est incompréhensible pour moi, c'est l'intime conviction. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de règles hyper précises dans le code pénal, nanana, tout est vraiment cadré, et bam, au milieu de tout ça, l'intime conviction. Ouais. Mais c'est fou, ça. Non, c'est fou. Mais d'ailleurs, puisqu'on parlait des jurés, un jour, il y a un magistrat qui avait fait l'École nationale de la magistrature qui m'avait dit qu'à l'époque, bon, c'est un vieux magistrat, mais il m'avait dit qu'à l'époque, on leur avait conseillé de toujours récuser 3 types de personnes. Donc, les médecins,
les ingénieurs et les profs, parce que c'était des gens qui étaient susceptibles de prendre l'ascendant sur les autres et sur un groupe de jurés. Bon, maintenant, par exemple, à Toulouse, si on commençait à récuser les ingénieurs, il n'y aurait plus de jurés, quoi. Ouais. Donc, mais ça répond pas bien à la question sur l'intime conviction. Qu'est-ce que c'est une intime conviction ? Honnêtement, en fait, ça peut être. J'ai pas envie de dire que c'est juste au physique non plus, mais non, parce que après les jurés, ils vont être quand même enfermés pendant un laps de temps certain. Ils sont combien ? Ils sont une dizaine ? Alors ça dépend. Ils sont entre 6 et 9, selon que ce soit. Voilà. Et après, il y a aussi les jurés supplémentaires qui sont tirés au sort si jamais il y en a un qui tombe malade, pour pouvoir être remplacé. Ce sont les remplaçants. En plus, c'est vraiment très ingrat parce qu'ils n'ont pas le droit de participer ensuite au délibéré. Et toi, Élise, quand tu suis comme ça un procès, que tu passes un certain nombre de jours, de semaines dans un palais de justice, tu te forges aussi ton intime conviction à chaque fois ? Oui, mais sachant qu'en plus, ça peut changer du jour au lendemain. Après, honnêtement, les cas de figure où on ne sait vraiment pas si la personne l'a fait ou non, c'est assez rare. Généralement, l'enquête, elle est bien faite. On se doute, même si on est face à quelqu'un qui dit non, c'est pas moi. Bon, à partir du moment où il a ses empreintes dans le sang de la victime et qui dit j'étais pas là, j'étais pas loin. Voilà. Ouais. Bon, il peut dire ce qu'il veut, mais voilà. Ce sont donc des cas où vraiment on ne sait pas. C'est quand même assez rare. Moi, j'ai l'intime conviction que c'est tout à fait passionnant. On a plein d'autres questions, Élise, tu restes avec nous, évidemment. Ouais. Mais avant ça, chaque semaine, il est à votre écoute. À l'écoute des auditeurs. Pierre-Emmanuel, est-ce que tu as lu les questions des auditeurs ? Est-ce que tu as fait ton travail ? Non. Ah. Non, j'ai pas fait. Je suis désolé, je sais, Guillaume, j'aurais dû le faire. Ah oui. Mais vous savez ce que c'est ? L'indifférence, le désintérêt. Je crois que j'ai plus envie de lire les questions des auditeurs. Et en plus, je vous trouve trop exigeant, Guillaume. Je voudrais pas jouer sur la corde sensible, mais on se connaît depuis 20 ans. On a foulé les mêmes scènes parisiennes. Je me souviens de votre premier spectacle au Théâtre Populaire du Rénitas. Je vous revois encore, déguisé en panda. Le sketch à costume, c'est l'avenir, disiez-vous en sanglotant. Alors que vous comptiez les 4 € de la recette du soir. Vous pleuriez de joie. Bien entendu, parce que c'était votre plus gros succès du mois. J'étais là également, Guillaume, en 2015 pour votre second spectacle. Je vous ai vu rentrer maladroitement sur scène, un téléphone portable factice à la main, simulant une conversation avec un correspondant imaginaire, comme dans un sketch des années 90. Plus tard, j'ai écouté sur France Inter vos 1268 micro-trottoirs, bouleversants d'originalité. C'est ironique. J'ai supporté votre ringarditude prématurée. Je vous ai vu être vieux à 20 ans et jamais, même quand la tentation était grande, jamais je n'ai laissé échapper un Guillaume Meurice. Non, je ne connais pas. Et maintenant que vous vivez un retour en grâce éphémère à cause du mauvais goût d'un milliardaire incapable de régler ses notes d'hôtel, vous attendez de moi que je me plie à vos injonctions déraisonnables. Eh bien, je ne le ferai pas, Guillaume. Je ne lirai pas les questions des auditeurs et vous ne direz rien parce que ce serait mettre en péril 20 ans d'amitié. Mais comme j'ai une solide conscience professionnelle, j'ai quand même inventé des questions. Et cette semaine, c'est Calorine. Calorine qui nous écrit de Reims-Soustran. Reims-Soustran, je ne connais pas. Attendez, Calorine de Reims-Soustran qui précise « Je suis dyslexique ». Tout s'explique. Je remets dans l'ordre. Cette semaine, c'est donc Caroline qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan qui, ce week-end, comme tous les deuxièmes samedis du mois de novembre, s'est mise aux couleurs du raisin, puisqu'on fêtait l'arrivée du Beaujolio nouveau, le fameux vin de table racilarien. Beaujolio nouveau qui, cette année, comme chaque année, a un petit goût de banane macérée dans la merde. Une particularité propre à la cuvée du seul vigneron du village, Renaud Tarlu, qui presse son raisin grain par grain à l'aide de son sphincter anal. Une tradition ancestrale qui se transmet de père en fils depuis des générations et qui permet d'obtenir une attaque en bouche astringente et un corps complexe et terreux. Les racilariens sont venus en masse à la salle polyvalente Pépin-Gourguechon pour fêter l'arrivée du Beaujolio nouveau. Et cette année, la traditionnelle soirée dansante s'est achevée sur une belle surprise, puisque le chanteur local Clotaire Casquiou est venu interpréter sur sa guindoche, l'instrument traditionnel, ses plus grandes chansons, en patois racilarien. Le public a repris en chœur ses grands classiques, comme Gestois de le Carlac, ou encore J'ai trop batte drette aux poblettes, mais
Le clou de la soirée était bien sûr son tube indémodable, Si t'as Fred Casolo, dont le refrain berçait l'enfance de nombreux racilariens. Si t'as Fred Casolo, si t'as Fred Casolo, si t'as Fred Casolo, ce n'est conte Rassi. À vous, Rassi. Mais personne ne connaît. Tant pis. Quoi qu'il en soit, la sortie du Beaujolais nouveau a été un véritable succès, sauf pour son créateur, Renaud Tarlu, puisque cette année, comme chaque année, il n'a vendu aucune bouteille. Et ça peut se comprendre, le Beaujolais, c'est vraiment dégueulasse. Mais revenons à la question de Caroline. Alors, attendez, je déchiffre. C'est bon, j'ai déchiffré. Cher Pierre-Emmanuel, pouvez-vous m'indiquer si Guillaume Meurice a prévu de venir jouer son dernier spectacle à Saint-Roustan, et si oui, quel jour? C'est pour prévoir quelque chose ce soir-là, car je n'ai aucune envie d'assister à ce désastre. Eh bien, écoutez, Caroline, c'est très judicieux de votre part, mais soyez rassurés, j'ai vu le spectacle de Guillaume en juin dernier et j'ai une excellente nouvelle, c'était sa dernière. Je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches, et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci tout de même, Pierre-Emmanuel. C'était consternant. C'était consternant. Jean-Jacques Goldman disait, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire juste après ça? Peut-être écouter Jean-Jacques Goldman, Juliette? Non. Pourquoi? Parce que Jean-Jacques Goldman n'est pas toulousain. Et comme Claude Nougaro est mort, et que le dimanche à 18h36, il faut danser, on va plutôt écouter Jane et son tube de 2015, 10 ans, bordel, presque, Makeba. C'était Makeba de Jane. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, avec Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, en direct de Toulouse. Et nous sommes toujours avec Élise Costa, chroniqueuse judiciaire. Mais il y a des choses graves qui se passent en France. Je vous le rappelle, c'est le moment de la panique morale de la semaine. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Et on va parler cette semaine de réinsertion des délinquants. Et souvent, cette réinsertion, ça passe par la parole, n'est-ce pas, Élise? Oui, c'est ça. Hein, ouais. Et donc, il faut entendre cette parole-là, je trouve ça nécessaire. Et il y a un délinquant qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Alors, pour préserver son anonymat, je vais l'appeler Nicolas S. Mais faites-moi confiance, c'est un vrai délinquant. Hein. C'est vraiment un multirécidiviste. C'est un mec radicalisé à Neuilly, quartier dur. Vous voyez le Mirail? Bah, à côté, c'est Disneyland, vous voyez. Et ce délinquant, il a pris la parole, parce qu'il avait besoin de parler, il a des choses sur le cœur, il y a quelques jours sur les profs. On l'écoute. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux donner avec personne. Je dis des faits. C'est 24 heures par semaine, 6 mois de l'année. Ah, ça fait du bien, putain. Oh, une parole libre, ça fait du bien. On n'est pas bien, là, décontracté du choc des savoirs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des profs dans la salle? Et voilà, ils sont tout bronzés, ça revient de Dubaï. Ça a été claqué, ses congés maladie. Dépression, ouin. Kevin, il me lance des compas dans les yeux, feignasse. Ah, ça fait du bien qu'un mec comme Nicolas, le petit prince du bracelet électronique, ils disent enfin les termes. Et ça fait réagir, évidemment, notamment sur le plateau de CNews. Et alors, figurez-vous que sur CNews, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a un chroniqueur qui n'était pas d'accord avec le fameux Nicolas S. Vu le salaire, il n'y a pas un prof qui choisit ce job pour les vacances. Déjà, la première réponse... Mais c'est pas vrai ce que vous dites. Pardonnez-moi, ce n'est pas vrai. Moi, je connais plein de gens qui m'ont dit j'ai fait ça pour être tranquille. Et mais voilà, heureusement qu'il y a Pascal, parce que ça virait un peu gauchiste, l'émission. Mais Pascal, il le sait, il connaît plein de gens. Quand il prend sa petite voix, c'est qui c'est? Il est au courant, il a l'ami de sa boulangère, qui est une femme de ménage qui connaît le fils d'un prof à la retraite. Donc voilà, il a raison. Voilà. Donc voilà, les profs, ils veulent être tranquilles, ils veulent s'enfermer 8 heures par jour avec 35 gamins à 12 degrés l'hiver, 35 l'été pour être à la cool. Il faut parler le langage de la vérité. Pourquoi le chroniqueur en question, il n'entend pas le même discours de la part des profs? Mais parce que, je vais vous dire, et c'est toute la difficulté, c'est que les gens mentent un peu aussi. D'accord. Ils vont pas vous dire j'ai fait ça pour être peinard. Alors que vous voulez que je vous dise? Vous savez combien c'est payé, c'est pas tout à fait vrai. Vous savez combien c'est pris avec les pressions contre l'école, avec cette espèce d'islamisme qui plane aujourd'hui sur les écoles? Alors c'est CNews. C'est CNews, bien évidemment. Je rappelle que sur CNews, si tu places pas islam toutes les 47 secondes, t'as un gage. Et ce gage, c'est 2 places pour assister à la dernière sur Radio Nova. On les voit, ils sont au fond de la salle, avec leur doudoune sans manche et le tatouage AFAB, All Fonctionnaires are Bastards. Allez, disons aux profs la vérité.
arrêtez de dire que c'est du mépris, parce que ça énerve Pascal. Arrêtez avec le mépris. Dès qu'on critique quelqu'un, c'est du mépris. Partout, il n'y a pas de mépris. Il y a une partie des professeurs qui font ça. En gros, parce que c'est faux, parce que c'est tous décents, parce que c'est tout. Moi, j'en ai assez. Ah, vous l'avez reconnu, c'est l'arrivée dans le débat d'Elisabeth Lévy, qu'on adore, la chroniqueuse nationaliste bleu, blanc, rouge, même si parmi ces trois couleurs, elle a clairement une préférence pour le blanc et pour le rouge. Et elle en a ras-le-bol parce qu'elle connaît la vérité sur les profs. L'autorité d'un prof, elle vient de sa compétence. Or, les professeurs d'aujourd'hui, ils ont aussi baissé dans leur matière. Combien de parents vous disent qu'ils voient des carnets avec des fautes d'orthographe énormes? Comment voulez-vous que les profs soient respectés? Comment voulez-vous qu'on leur crache pas à la gueule? Matin, midi et soir, s'ils conjuguent pas l'attribut du sujet quand le COD est placé avant. Elle a raison. On est quand même le pays de Beaumarchais d'Alain Finkielkraut. Paix à son âme. Non, il n'est pas mort. J'en sais plus. On sait jamais avec Finky s'il est mort ou pas. C'est un peu un philosophe de Schrödinger. Je pense qu'il est les deux en même temps. Bon, c'est... Non mais c'est vrai. Attendez, puisqu'on parle de philosophie, on va finir avec de la philosophie avec Nicolas S. Qui sait ce qu'il y a au cœur de l'être humain. Il est fait pour quoi, l'être humain? L'être humain est fait pour deux choses. Travailler et aimer. Voilà, je crois que tout est dit. Je crois que tout est dit, travailler et aimer. Et qu'est-ce qu'il a fait, Nicolas S? Il a travaillé à déféquer sur tous les membres de la fonction publique et il a aimé ça. C'est pour ça qu'il continue en freelance, parce qu'il a le cœur. C'est un métier passion, d'accord? Et c'est pour ça que le gouvernement actuel et la quasi-totalité des médias est également sur cette ligne. Bon, en même temps, s'ils veulent continuer à avoir des débiles qui votent pour eux et qui les regardent à la télé, on comprend qu'ils ne soient pas trop pressés de bien éduquer les gosses. Merci. Merci Guillaume, de la part de tous les fonctionnaires. Élise Costa, toi qui passes beaucoup de temps dans les palais de justice, forcément tu vois beaucoup d'avocats et avec Guillaume on était un peu interloqués parce que tu dis que en fait la plaidoirie des avocats, nous on a l'impression que les avocats pénalistes c'est l'équivalent des chirurgiens du cerveau et que c'est eux en fait qui font l'alpha et l'oméga de ce qui arrive aux accusés, mais en fait non, il y a tout un travail qui est fait avant. C'est-à-dire que la plaidoirie c'est reconnu comme un art oratoire, etc., etc. Donc ils aiment bien ça. Mais en réalité, quand il y a eu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de procès, heureusement que les jurés ont réussi à avoir un peu une idée de ce qui se passe avant la plaidoirie. C'est pas la plaidoirie qui va tout changer. Après, il y a de très bonnes plaidoiries, mais... Donc tu veux dire que ça sert pas à grand chose. Des fois, ils s'époumonent et pour rien. C'est pas un point de bascule, quoi. Mon opinion très personnelle, c'est que non, il n'y a pas de point de bascule et que voilà, qu'une plaidoirie, parfois j'ai déjà vu des plaidoiries de 3 voire 4 heures, c'est trop. Le message est passé s'il y a des avocats qui nous écoutent. Et les jurés, donc on en a parlé juste avant, mais il y a aussi tout un aspect médiatique. Eux, ils rentrent, je sais pas, chez eux le soir, ils rentrent. Ouais, c'est pas l'américaine où ils n'ont pas le droit aux réseaux sociaux, etc. Ouais. Donc quel est le rôle des médias là-dedans? Doit être absolument énorme. Parce qu'ils rentrent, ils ont suivi le procès, ils regardent à la télé les commentaires. Je sais pas. Bon, déjà nous on a interdiction de leur parler. En tant que journaliste? Ouais. Pendant et après, on n'a pas le droit. Mais non, je sais pas si ça joue vraiment. En fait, ils vont vraiment être entre eux, je pense, et discuter entre eux. Et c'est plus ça qui va faire. Je sais pas. Après, par exemple, ici à Toulouse, enfin, on va pas l'avoir à Toulouse, mais on va avoir à Albi. On va avoir le procès de Cédric Jubilard, qui est un énorme procès qui est attendu pour fin septembre. Forcément, les jurés d'Albi ont entendu parler de Cédric Jubilard, donc c'est difficile pour eux d'arriver sans aucun a priori et vierge de toute information. Donc. Et ça va être le travail des magistrats de leur dire qu'il va falloir qu'ils oublient une partie de ce qu'ils croient savoir. Ouais, c'est ça ce qu'on va leur dire pendant leur formation. Et puis aussi, je pense qu'ils vont se rendre compte par eux-mêmes que juger, c'est pas si simple que ça et qu'il y a plein de nuances. Est-ce que toi, tu es plutôt pour ce système? Parce que c'est un système assez... Le système des jurés? Ouais, des jurés. C'est un système qui est un peu controversé. Parce qu'il y a des... alors, moi... non, mais on peut très bien dire, il y a des bons arguments pour dire que la justice, ça doit être une affaire de professionnels, que c'est pas justement un citoyen tiré au sort de juger de l'avenir d'un homme. Pourquoi tu penses que c'est un système plutôt vertueux, toi? Parce que déjà, c'est pas une personne tirée au sort qui va juger et rendre une décision définitive. Ils sont plusieurs, ils sont accompagnés de magistrats professionnels. Non, au contraire, je trouve ça super de faire d'intégrer en fait une partie de la société dans l'enceinte de la justice. Enfin, la justice, elle est quand même... Ah, petit lapsus.
Allô, Freud? Oui, Élise Costa, là, pareil. C'est un gars qui croit absolument pas à Freud, qui dit ce genre de trucs, donc pardon. Continue, Élise. Pardon. Non, qu'est-ce que je disais? Tu parlais des jurés, justement, du fait que le peuple rentre dans les cours d'assises. Rentre dans les cours d'assises, voilà, et qui rendent la justice... J'ose plus. Non, mais c'est intéressant. Si, mais de la même manière, c'est au nom du peuple français. Voilà, c'est ça que je voulais dire, et que en fait, c'est bien pour eux de se rendre compte de comment ça se passe. Et puis ça fait un endroit où il y a des gens qui se connaissent pas, qui ont des conversations, qui sont obligés d'avoir des conversations ensemble, d'essayer de. Alors, si je finis ma phrase, tu vas voir la différence avec un bar. C'est des gens qui sont obligés de s'écouter et d'essayer de. C'est un bar, mais avec la cocaïne. Je renonce. Pardon, non, c'est mon meilleur avocat. Parce que Élise, vous précisez que vous, les chroniqueurs, les chroniqueuses judiciaires, vous parlez beaucoup les uns avec les autres. Vous échangez. Oui. On débriefe par rapport à parce que par exemple, il va y avoir un témoin qui va passer à la barre et puis on va se dire, il m'a pas trop convaincu, et d'autres au contraire disent ah ouais mais moi j'ai pleuré. Enfin, donc c'est pas mal effectivement de confronter un peu les ressentis. Vous refaites le match, quoi. On refait le match. Ça c'est RMC. Voilà, je suis désolé pour conclure cette séquence. Merci Élise, on aimerait t'écouter parler sans discontinuer de justice, mais tu le sais, la vie est injuste, la vie nous tabasse, la vie nous éclate au sol comme les adversaires du TFC, la vie nous impose cette page de publicité. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invitée, la chroniqueuse judiciaire de Slate, Élise Costa. Et c'est le moment de retrouver notre chroniqueuse scientifique du jour. Elle est normalienne, docteur en biologie, alors que clairement, nous, non. Pas du tout. Il y a encore une semaine, Pierre-Emmanuel, il pensait que les chlamydia, c'était une chaîne d'hôtels-restaurants. Bref, il y a du taf, et cette mission, c'est une mission pour Tania Louis. Bonjour à toutes et à tous. Alors que notre président se lance dans les métaphores foireuses à base d'herbivores et de carnivores, l'équipe de la dernière a manifestement voulu coller à l'actualité en invitant une biologiste. Ce qui est audacieux, vu notre fascination pour des trucs chelous, voire carrément dégueux. Moi, mon kiff, c'est les virus. Oui, j'aime les parasites. Enfin, pas les actionnaires, hein. Bon, d'habitude, je reste plutôt discrète sur mes positions politiques, mais c'était foutu au moment où j'ai accepté de participer à cette émission. YOLO, comme disent les trentenaires qui veulent faire jeune. Aymeric. On va donc parler de parasites. Et pas du procès du RN pour détournement de fonds européens, parce que vu le traitement médiatique de l'histoire, il faut manifestement pas en parler. Commençons avec un petit peu d'étymologie. Parasite vient du grec signifiant « qui mange auprès d'eux ». C'était pas forcément péjoratif à l'époque, mais dès le départ, il y a dans la notion de parasitisme l'idée de se nourrir aux frais de quelqu'un d'autre. Si ça vous fait penser à un certain président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on peut effectivement dire que d'un point de vue étymologique, les gens qui payent de gros frais de bouffe avec de l'argent public sont des parasites. Pour les biologistes actuels, les parasites sont des organismes qui vivent aux dépens d'autres organismes qui sont affectés négativement par cette interaction et qu'on appelle les hôtes. Mais il ne s'agit pas forcément de leur piquer leur goûter. Ça peut aussi être pour se reproduire ou pour s'installer confortablement. En général, le parasitisme désigne des interactions qui durent dans le temps et ne conduisent pas à la mort de l'hôte. Mais je dis bien en général parce que les biologistes ne sont pas très bons pour se mettre d'accord sur les définitions. Un peu comme si vous demandiez aux membres du NFP de définir la gauche. Ce qui n'aide pas les biologistes, c'est que le parasitisme est très répandu dans le monde vivant. Du coup, il y a une énorme diversité de parasites qui peuvent être des animaux, des plantes, des champignons, des virus, des bactéries ou d'autres trucs compliqués à classer. Ça aide pas à avoir une vision d'ensemble cohérente. Certains parasites s'installent pépouses à l'intérieur du corps de leur hôte. Les champions du domaine, ce sont les crustacés du genre Cymatoa. Ils passent par les branchies des poissons et se fixent à la base de ce qui leur sert de langue pour suçoter du sang tranquillou, allant dans les cas les plus extrêmes jusqu'à remplacer la langue du poisson. Imaginez le programme du RN bien installé dans la bouche de Bruno Retailleau. Mais je ne pense pas qu'il apprécierait les Cymatoa,
parce qu'ils peuvent changer de sexe dans la bouche du poisson. Clairement, il n'est pas prêt. Autre exemple fun, pour des biologistes, les guêpes qui injectent leurs œufs dans d'autres bestioles, où ils se développent en boulottant la victime de l'intérieur. Parfois en évitant de la tuer, parce que, grâce à une petite manipulation comportementale, elle sert de garde du corps à la nouvelle génération de parasites. Le tout sans s'emmerder à acheter un empire médiatique. Ceci dit, certaines guêpes ont domestiqué des virus pour mettre le système immunitaire de leur hôte HS et garantir la tranquillité de leurs descendants. Chacun son Cyril Hanouna. Malheureusement, le temps file. Je ne vais pas pouvoir vous parler des parasites de parasites, qui sont un peu les Marion Maréchal du monde vivant, parasites de Zemmour, qui avait lui-même parasité le RN, ou des parasites au cycle de vie invraisemblable qui passent par plusieurs hôtes avant de devenir matures. Les Aurore Berger du parasitisme, en quelque sorte. Mais attention, certains sont qualifiés de parasites de façon tout à fait injuste, notamment le lierre, qui ne nuit aux arbres sur lesquels il pousse que parce qu'il est un peu lourd. Comme beaucoup d'entre nous, finalement. Mais aussi les profs, les chômeurs ou les immigrés. En fait, il n'y a pas que les biologistes qui ne sont pas d'accord sur la définition du parasitisme. Merci beaucoup, Tania. Louis, merci pour ces explications. On peut te retrouver, tu as une chaîne YouTube absolument formidable où tu fais de la vulgarisation. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux également. Je crois que tu avais une question pour Élise Costa, notre invitée chroniqueuse judiciaire qui est toujours à nos côtés. Oui, alors j'en ai 1000, mais je ne vais en choisir qu'une. Tu traites souvent des affaires qui sont extrêmement difficiles. Comment tu fais pour te protéger, toi, quand tu te retrouves immergé dans tout ça ? Déjà, je ne suis pas toute seule, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on est souvent plusieurs journalistes, donc on en parle beaucoup, on débriefe beaucoup. Et après, j'ai mon carnet qui fait vraiment tampon. Et on sait aussi qu'on le fait dans un but précis, c'est quand même raconter, c'est pas raconter les détails sordides, même si on est obligé de le faire, mais c'est raconter quelque chose justement de la société. Donc c'est pour ça qu'on arrive à le faire. C'est comme le médecin légiste qui va faire une autopsie, il a aussi un but, c'est pas juste pour voilà. C'est pas le kiff, quoi. C'est pas juste voilà, le kiff, exactement. Ouais. Et le but, c'est quand même la veuve et l'orphelin. Mine de rien. Au fond, je sais pas si c'est vraiment ça. Je sais pas. Allongez-vous, Élise Costa. Ouais, on peut en parler pendant des heures. Mais... Émeric avait une question technique. Ah bon ? Mais non, en fait, je me dis, du coup, c'est le jury qui prend la décision finale. Et si c'est le cas, à quoi sert le juge ? Non, alors le juge, il va quand même prendre aussi la décision. Le juge, il est là pour leur expliquer certaines règles de droit et leur expliquer comment ça se passe. Et, c'est quand même. Mais c'est le jury qui décide. Après, les magistrats aussi, on voit au chapitre. Enfin, ils sont plusieurs à rendre la décision, le verdict. Donc c'est une moyenne des décisions entre tout le monde. Quoi. Ouais, mais le juge, sa voix compte pas double, quoi. Enfin, mais sa voix compte quand même. Mais sa voix compte quand même. C'est ça qui était important de préciser. Pour revenir à la science. La science a de plus en plus d'impact dans les enquêtes. Tu parles beaucoup dans ton podcast et dans tes papiers du fameux Blue Star. Oui. Qui est un révélateur de sang. Ouais. Et évidemment les tests ADN aujourd'hui. Quelle est la part d'incertitude qui disparaît dans toutes les enquêtes ? Est-ce que toi tu le sens en tant que chroniqueuse ? Tu te dis l'intime conviction est de plus en plus facile à se forger finalement. Ouais, c'est-à-dire que quand on a à la fois l'ADN, la téléphonie, où les gens vont borner à tel endroit très précis, les caméras de vidéosurveillance. Une photo du mec comme ça. Voilà, je crois que c'est lui. Au bout d'un moment, ouais. Mais Jonathan Daval, c'était un peu ça. Je crois qu'il y avait un bouchon de bouteille, il y avait sa voiture professionnelle qui avait borné à plusieurs endroits. Oui, c'est ça, ouais. Donc évidemment, oui. C'est bien renseigné, ouais. Mais dès le premier jour, il savait que c'était lui, je crois. Oui, paraît-il. Ouais. Moi, c'est ma région, hein. Gré, la Haute-Saône, etc. Mais on en parlera dans d'autres émissions. En tout cas, merci Tania d'avoir été avec nous et merci Élise. Reste avec nous, mais c'est l'heure de celui qui a déclaré à l'AFP, je le cite. À la radio, tu as 3 minutes. Les gens sont moins exigeants. Parce qu'ils savent que tu l'as écrit en moins d'une semaine sur un sujet chaud. C'est le moment d'être moins exigeant. C'est la chronique d'Émeric Lompré. Bonjour à tous, vous allez bien ? Ouais, j'ai rien entendu. Cool. Eh, vous devez deviner qui je suis. Ding, c'est bon, je crois que c'est le moment. Allez hop. Émeric Lompré, chauffage de four pour faire des saucisses de Toulouse, mais au four.
plus en plus technique. J'ai essayé de m'adapter à la région, mais c'est hyper dur. Allez, l'actualité. L'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas un avion Airbus qui par rapport à la tour de contrôle, qui serait là. Mayday, Mayday. Et c'est dur. Vrai, c'est hyper... En plus, Toulouse, c'est quasiment plus la France, quoi. C'est... il y a Carcassonne, Tarbes, c'est Moyen-Âge, votre truc. On est à 166 km de Robert Ménard. Hein. 165, 164, 163. Putain, Robert, il arrive. Fuyez, Sarrazin et Troubadour. Prenez des habits amples et vivre léger. Allez, bon. Je suis de bonne humeur, moi. En plus, j'adore venir à Toulouse parce que j'ai plein d'ex ici. Par applaudissement, qui a couché avec moi dans la salle? Putain, mais t'es lourd, Pierre. Putain. En plus, on avait dit que c'était un secret. Allez, l'actualité. L'actualité, elle fait plaisir, là. Elle fait plaisir. Marine Le Pen risque 5 ans d'inéligibilité dans le procès des assistants parlementaires. Ouais. Il manque plus que mes tests soient négatifs et ce sera une super journée. J'étais à Montauban hier, t'as une chance sur 2. On rigole moins, Pierre. Alors, petit rappel des faits, parce qu'il y a peut-être des gens, justement, de Montauban qui sont là. Non de non, mais qu'est-ce qui se passe à l'UTS? Vite, ramenez mon canasson que je m'engarde de cette nouvelle. Et Joséphine, cessez de vous gratter l'entrejambe. Alors, entre 2004 et 2016, plusieurs collaborateurs RN étaient payés. Ils étatais payés par le Parlement européen et en fait, ils allaient bosser pour le parti Rassemblement National. Ah ouais. Bon, après, bosser pour le Rassemblement National, bah, tu sais, si tu mets des carrés dans des carrés, quoi. Tu fais du coloriage. T'es gradé quand t'arrives à faire tes lacets tout seul, quoi. C'est bien, Jordan. Alors, Marine Le Pen... C'est même possible que Marine, elle aille en prison. Peut-être qu'elle va aller en prison, Marine. Non, bon, ouais. Après, elle est blanche, elle a plein d'argent, donc elle ira pas. Mais c'est déjà un petit soleil. Hein. Rien que voir sa tête en interview, elle est là... Tu sais, entre résigné et paniqué, quoi. On dirait moi face à un mur d'escalade. Casse-couille votre sport. En plus, tu vois sa défense, même elle y croit plus. C'est chiant. Tu sais, on lui montre des preuves, elle fait « Oh, regardez, un papillon !» Son avocat, il est au bout du rouleau, je te jure. Tu fais une photo de lui avant et après procès, le mec, c'est une pub comme j'aime. Je te jure. Il s'alimente plus. Tous les matins, il arrive au bureau, tout le monde est là, tout le monde se fout de sa gueule. Alors, Rodolphe, elle a plaidé quoi? Non coupable. Ro. En plus, là, coup de poignard dans le dos parce que Darmanin, il a tweeté, Darmanin, il a dit il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français. Ouï. Baiser du diable. Non mais il a peur, Gérald, il a peur parce que si Marine elle est pas là en 2027, il risque de se retrouver contre Jordan Bardella. Et GG, il sait bien que si les gens ont le choix entre un facho stupide et moche et un facho stupide et beau, il aura pas son ticket pour Baltard. En attendant, protégez-vous, votez à gauche et mettez les capotes à Montauban. Merci de m'avoir écouté. Merci Eric Lompré. On peut retrouver en podcast sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Regardez-le comme il est beau. Et en spectacle, bien évidemment. T'es en tournée toujours. Ouais, je suis avec mon spectacle YOLO. Ouais. Peut-être un peu plus d'exigence dans le... Ah, le spectacle est plus bossé, ouais. Ouais, d'accord. Merci en tout cas, Émeric. On est toujours avec Élise Costa, chroniqueuse judiciaire. Et Juliette, tu avais une question à poser à Élise. Oui, parce que depuis 2 mois, on suit tous en France le procès des viols de Mazan. Ça va durer encore un petit moment. Jusqu'au 20 décembre. Voilà, tu as signé des papiers magnifiques, je tiens à le dire, sur Slate. Ils sont somptueux. Gisèle Pellicot a voulu et obtenu que ça se fasse hors du huis clos. Toi, c'était la première fois que tu te retrouvais dans une affaire de ce type avec, justement, en pouvant être là? Non, enfin, disons que je pense que pour tous les journalistes qui étaient là-bas, c'était quand même assez exceptionnel. On n'a jamais eu d'affaire où on a 51 accusés de viol aggravé. Ça, c'est... Et puis ce genre d'affaires sont souvent traitées à huis clos, de toute façon. Voilà, en fait, elle avait la possibilité de le faire. Et nous, ce qu'on savait, c'est que, enfin, en tout cas, le vent qu'on avait eu, c'était qu'elle allait demander le huis clos. Et peu de temps avant, déjà, la rumeur commençait à courir que peut-être qu'elle n'allait pas le demander. Donc, on a tous demandé notre accréditation, parce qu'il y a une procédure d'accréditation pour les procès très médiatiques. Et quand on est arrivé et qu'elle a dit en fait, moi je veux que ce procès soit public, on a vraiment senti qu'on allait être face à un procès historique. Ouais.
Alors il y a un autre procès historique dans un autre genre de domaine, mais largement aussi insupportable, c'est l'affaire Grégory, où il y avait eu plein de journalistes justement qui s'étaient comportés très clairement comme des voyous. Il semblerait qu'à partir de ce moment-là, les choses aient un petit peu évolué, et maintenant les voyous, on les trouve chez les avocates. Je pense à une des avocates d'un des accusés de l'affaire Mazan. Tu penses à Maître Nadia El-Bourmi, j'imagine? Tout à fait, c'est à elle que je pense. Oui, je sais. Enfin, alors moi, je suis désolée de le dire, mais il y a quelque chose que je trouve touchant chez elle, parce qu'elle a un parcours quand même assez atypique. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'elle fait pour les gens qui ne sont pas au courant? Ce qu'elle fait, c'est-à-dire les vidéos sur sa manière de communiquer, on va dire. Oui, elle fait beaucoup de stories sur Insta. Parfois même, elle fait des selfies avec l'accusé dans le box. Elle remet en cause la parole de Gisèle Pellicot. Elle est too much, c'est vrai. On peut appeler ça too much, on peut appeler ça aussi extrêmement dérangeant. Et puis je suis pas sûre qu'elle soit dans les cadres de ce que peut faire un avocat. Est-ce que légalement elle peut le faire? Je ne sais pas, parce que après son bâtonnier n'a rien dit, donc j'imagine que oui. Mais effectivement, elle s'en fout un peu de ce qu'on va penser d'elle, et donc elle va poser toutes les questions. Mais honnêtement, à l'intérieur de la cour d'assises, c'est pas elle qui est forcément la plus scandaleuse. Oui, chic. Non, on entend beaucoup parler d'elle parce qu'elle fait la une des réseaux sociaux, on va dire, mais sinon non, voilà, je pense pas que je veux pas citer de nom, mais effectivement il y en a qui ont dit des choses un peu plus trash. Mais tu penses que ça peut avoir un impact, ce genre de comportement? Pourquoi elle le fait? Pour sa publicité personnelle, ou elle pense que ça peut avoir un impact sur le verdict? Un impact sur le verdict? Ah non, mais je pense qu'en fait, elle a envie de communiquer de cette façon, et comme je disais, en fait, il faut voir son parcours. Elle à 16 ans, elle a quitté l'école pour être mariée de force. Elle a un premier enfant. Elle quitte son conjoint qui est violent, et puis ensuite elle se met avec quelqu'un d'autre. Elle devient veuve. À 26 ans, elle est veuve, et elle se dit, je voudrais être avocate. Et j'ai l'impression de faire la publicité de Nadia El-Bourmi. Tu fais l'avocate de l'avocate, mais c'est intéressant. Et en fait, à partir de là, elle prend des cours du soir pour devenir avocate. Donc elle a quand même un parcours, je dirais, à minima intéressant. Et c'est pas que je l'excuse de ce qu'elle a pu dire, etc. C'est juste que je constate et je me dis, ça vient de quelque part en tout cas. Et toi, en tant que chroniqueuse judiciaire, tes papiers sont quand même beaucoup lus. Est-ce que tu te dis que parfois tu peux avoir une influence sur le verdict? Est-ce que je peux avoir une influence sur le verdict? Non, honnêtement, je pense pas du tout que je puisse avoir une influence sur le verdict. Déjà, mes papiers, ils sortent après les procès, donc... Oui, bon, alors là, c'est loupé, évidemment. Ça serait un peu compliqué, mais... Non, mais t'avais l'air de dire tout à l'heure que les médias aient finalement assez peu de poids sur le verdict ou la destinée de telle ou telle personne. Non, moi j'ai l'impression que parfois ça a du poids sur les réquisitions de l'avocat général. C'est-à-dire que si jamais un procès est très médiatique, l'avocat général va peut-être demander une peine plus forte pour qu'elle soit exemplaire. Et oui. Donc ça a quand même un petit impact à la marge. Oui, mais c'est pas nous qui changeons le cours d'un procès. Mais alors comment tout à coup un procès devient par exemple l'affaire Jonathan Daval, 2021 J'imagine qu'au départ il n'y a pas grand monde sur l'affaire. Qu'est-ce qui dans cette affaire fait que... Puis malheureusement des hommes qui tuent leurs femmes, ça arrive une fois tous les 2 jours en France, donc... Oui, il y en a beaucoup. Voilà. Pourquoi l'affaire Jonathan Daval, tout à coup, il y a 50 médias différents qui sont là tous les jours? Je pense que c'est une histoire de contexte. Enfin voilà, je ne veux pas vous apprendre le fait que ça dépend de l'espace médiatique, et que si jamais il ne se passe pas grand-chose, en fait, le fait divers, il va prendre beaucoup de place. Ah oui, donc si c'est pendant l'élection de Trump, on n'en entend pas parler. Ouais. Et si on est dans un creux... Ouais, je grossis le trait, mais il y a un peu de ça. Okay. Hein. Et l'affaire Jonathan Daval, elle arrive à un moment où, en fait, il n'y a pas grand-chose dans l'actualité. Donc, et puis après, évidemment qu'il y a sa personnalité à lui quand il pleure devant les caméras, et qui a énormément joué, quoi. Et on te conseille ton podcast, tu as fait un excellent podcast qui s'appelle Fenêtre sur cour sur Arte Radio, parce que tu as l'art de raconter les histoires. C'est le cas aussi de celles qui s'y intéressent, aux personnages et aux histoires, qui les racontent, qui les subissent. C'est Juliette Arnaud et son célèbre jingle. Nous fait chialer, c'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fait chialer tout le temps. Plus important à vivre. Juliette Arnaud. En avant les histoires.
Est-ce qu'il y a une hausse de la délinquance des mineurs en France ? Eh ben, c'est pas ce que disent les chiffres, et pour autant, c'est un banger dans les médias, l'extrême jeunesse des délinquants. Ça doit provoquer, je sais pas, un petit frisson trouble entre plaisir et terreur d'imaginer un enfant qui lâche ses Playmo pour empoigner un AK-47. Un petit frisson de se dire, oh là là, mais quelle époque épouvantable, où même les enfants ne sont plus des enfants. Et son corollaire, ah là là, c'était si mieux quand j'étais jeune. Pourquoi ? Parce que t'étais jeune, Jean-Mimi. Voilà tout. Remettant, ça sera pire après, tu seras mort. Mais bon, on va pas braquer Jean-Mimi. On va aller voir comment c'était avant. 1830, un tableau célèbre, La liberté guidant le peuple de la Croix. Alors c'est un tableau qui a un symbole de la République française. La preuve, c'était carrément sur les billets de 100 balles. Qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau ? La fumée qui entoure Notre-Dame. Déjà, la liberté est une femme dépoitraillée, avec une aisselle poilue, avec fusil et drapeau bleu, blanc, rouge. Et à la gauche de la liberté, il y a un enfant des rues qui, lui, a 2 pistolets, un pour chaque main. Heureusement que le gosse, c'est pas une pieuvre. 1862... Les Misérables, du patron des patrons de la littérature. Le mec est au Panthéon. Victor Hugo, son corbillard, a été suivi par plus de 3 millions de personnes à sa mort. Et il s'inspire de cette figure du gamin des rues et nous offre Gavroche. Précis, Victor Hugo, sur l'âge de sa figure mineure et délinquante, entre 7 et 13 ans. Gavroche vit dans la rue. Il a des parents pourtant, mais il n'est pas aimé d'eux. Il porte un pantalon d'homme, mais ce n'est pas celui de son père. Il porte un corsage féminin, mais ce n'est pas celui de sa mère. Et Gavroche, selon la loi et le code pénal, pratique le vol et le recel. Alors j'aime autant vous dire que Victor Hugo ne l'écrit pas de la sorte. Victor Hugo, il écrit « Tant que l'homme est enfant, Dieu veut qu'il soit innocent ». Si l'on demandait à la grande et énorme ville, en montrant Gavroche, qu'est-ce que c'est que cela ? La grande et énorme ville répondrait « C'est mon petit ». Gavroche, l'enfant de la ville et des faubourgs, des banlieues donc, délinquant, mourra sans devenir majeur, révolutionnaire. 1959, le réalisateur le plus célébré de France, il est toutes les semaines à la Cinémathèque, François Truffaut, écrit et réalise un film nommé Les 400 coups. Qui c'est qui les commet, les 400 coups ? Antoine Douanel, 13 ans. Truffaut appelle les 400 coups de son enfant chéri les 400 coups, mais la loi, elle, dit à minima vol et tentative de recel. Avant le vol, Antoine est un petit garçon pas aimé de ses parents. Et il ment, il loupe l'école. Il s'en défend quand il loupe l'école en disant « Elle est morte, ma mère ». Il fugue, il veut vivre sa vie, il refugue, il croise un curieux en soutane, il lui dit « Bonjour madame ». Après le vol et la tentative de recel, Antoine Douanel, 13 ans, part en garde à vue toute une nuit. Il part en fourgon pénitentiaire avec des adultes. Seul moment du film où l'enfant pleure silencieusement. Comme disait Galabru, dans Subway, police, menottes, prison. Antoine, 13 ans, est emprisonné avec d'autres mineurs, mais Antoine est opiniâtre et Truffaut encore plus que lui, qui avait vécu sensiblement la même chose. Alors le film, il va finir sur Antoine qui s'échappe encore une fois, qui court encore et encore, et puis qui s'arrête, et puis qui regarde la caméra. Donc il nous regarde, nous, histoire qu'on se souvienne. Antoine a 13 ans, bordel. Enfin, je fais un bond dans le temps et dans la géographie. 2003, un film brésilien magnifique de Fernando Meirelles et Katia Lund. La Cité de Dieu. La Cité de Dieu, c'est une favela au Brésil dans les années 90. Tous les protagonistes sont mineurs, plus ou moins délinquants. Il y a même un psychopathe de la bande, il s'appelle Zé Pequeno. Il a 11 ans à ses débuts. Et qui met fin à la vie ultra-violente de Zé? La police corrompue? Non. Son rival dans le narcotrafic? Non. Une bande de petits, si petits qu'on les appelle la bande des microbes. Voilà, c'était pas mieux avant. C'est juste que vous aviez moins de problèmes articulaires. Et vous avez qu'à mettre ça sur votre pierre tombale. Merci beaucoup. Merci Juliette Arnaud. Qu'on retrouve également en podcast dans toutes les applis. On peut écouter, réécouter Juliette Arnaud. Allez, c'est le moment de se faire un petit peu de pognon pour rembourser la note que Émeric et Ballot ont laissée hier soir dans les bars de Toulouse. C'est la pub, on se retrouve juste après les amis. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lomprey et notre invitée Élise Costa, chroniqueuse judiciaire à Slate, toujours en direct de Toulouse. Je me permets un petit instant promo pour une cérémonie qui aura lieu demain à Paris. C'est la cérémonie des Pics d'Or, une cérémonie organisée par la fondation Abbé Bip.
dont Emmerich est le parrain d'ailleurs, qui récompenserait le meilleur mobilier urbain anti-SDF. Vous voyez, les pics à brochettes, là, des bacs à fleurs, tout ça. Tout ce que le riche peut trouver comme astuce pour emmerder le pauvre au maximum. Une sorte de poppers pour Emmanuel Macron. Vous pouvez d'ailleurs voter sur le site des Pics d'Or pour votre mobilier urbain préféré. Voilà, c'est dit. Élise, c'est le moment de notre séquence préférée dans l'émission. C'est la séquence à l'invité de l'invité. Ouais. Toutes les semaines, on demande à l'invité de nous présenter quelqu'un, de nous présenter, quelqu'un qu'on a envie de mettre en valeur. Ouais, Et alors toi, comment ça s'est passé ? Alors, t'as eu plein d'idées, on va être honnête, hein. T'as eu plein d'idées, t'as proposé à plein de gens. À plein de gens, et en fait, ils voulaient pas, ils m'ont dit non, surtout pas avec toi. Ouais, voilà. Ah non, mais il y a des idées que t'as eues qui sont intéressantes. T'avais proposé à un maître chien de venir. Ouais. Oulala. Ni le maître, ni le chien n'a voulu venir. Non, le chien était d'accord. Oh. Mais comme c'est le maître qui avait le dernier mot. Et pourquoi t'as vu cette idée ? Parce qu'en fait, j'avais suivi un procès où j'avais vu un chien d'assistance judiciaire. Ouais. Qui était là, et en fait c'est un dispositif qu'on ne connaît pas forcément, et comme beaucoup de dispositifs d'ailleurs pour les droits des victimes, et en fait c'est un chien de support émotionnel, c'est-à-dire qu'il va sentir quand vous êtes stressé, il va venir vers vous pour un petit câlin. Et... Ah ouais, mais j'imaginais que c'était un chien pour les enquêtes, renifleurs, etc. Non, ça ce sont les chiens renifleurs. Oui, voilà, c'est ça. Après, il y a le Saint-Hubert qui est spécialisé dans la recherche de personnes, donc par exemple les personnes âgées, les enfants, etc. qui fuguent. Ok. Il y en a. Ouais. Et donc là, d'accord, c'est un chien. Comment tu l'as appelé ? D'assistance judiciaire. D'assistance judiciaire. Donc, on peut demander ça. Qui s'appelle LOL. C'est vrai ? Oui, il s'appelle LOL, il habite Cahors. Et qui assiste aussi bien les accusés que les parties civiles ? En fait, il faut en faire la demande, mais c'est plutôt pour les parties civiles, et notamment pour les auditions d'enfants, par exemple, qui vont devoir être entendus pour des agressions sexuelles, sur des faits d'agression sexuelle, pardon, et donc le chien va être là comme un soutien. Il va être là pour le rassurer l'enfant et pour le mettre en confiance. Okay. Alors, il y a de plus en plus de commissariats qui littéralement adoptent des chats qui vivent dans les commissariats. Je savais pas, mais super. Moi, je sais, j'en suis un sur Instagram. Et un chat ? Oui, un chat. Ah, d'accord. Attendez, on parle de quoi ? Oh là là. Ça a pris une autre tournure, là. Et en fait, quand, par exemple, il y a des femmes qui viennent témoigner de faits de viol, d'agressions sexuelles, et qui sont extrêmement éprouvées par ce qu'elles sont en train de faire, la personne qui interroge, comme par hasard, dit « Bon, on prend 5 minutes, on va voir le chat ?» Et là, tout à coup, après, moi j'en ai parlé avec des policiers, effectivement, ça sert de support émotionnel. Ouais, ça aide vraiment, et les policiers. C'est ça. Ouais. Moi, on m'a raconté, du coup, le maître chien m'a quand même raconté une anecdote. Enfin, il m'en a raconté plusieurs, mais il m'a raconté qu'une fois, justement, pendant une audition, c'est l'enquêtrice qui commence à être stressée. Et donc, le chien a laissé l'enfant qui allait bien, et il est allé voir l'enquêtrice pour la rassurer. Mignon. Très mignon. Et non, en fait, il faut simplement savoir que ça existe, et c'est gratuit. C'est un dispositif gratuit, et c'est super. Alors, ceci dit, tu es venu avec un autre support émotionnel, parce que moi, quand je dis aux invités, tu peux venir avec qui tu veux, l'invité de l'invité, ça peut être un objet. Oui. Et donc, tu es venu avec tes carnets. Ouais, ils sont là à côté de moi. Et ils sont là, on peut témoigner. Est-ce que, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, que tu étais plus ou moins caché derrière tes carnets, et que c'est comme ça que tu supportais peut-être possiblement ces moments durs ou ces témoignages que tu entends. Quel rapport t'entretiens avec ces carnets ? Est-ce que c'est vraiment un support émotionnel ? Oui, complètement. Et pourquoi j'ai un carnet ? Parce qu'en fait, on peut pas enregistrer dans une salle d'audience. On n'a pas le droit aux caméras, on n'a pas le droit aux enregistreurs. Il n'y en a pas qui le font discrètement ? Vous laissez vos téléphones à l'entrée ? Non, nous, en tant que journalistes, on a le droit d'aller sur Twitter. Bah oui, parce qu'il y a des live tweets, donc, on peut. Et toi, tu notes tout. Donc et tu moi, procès, je note tout. Ouais. Pas en sténo, mais je note tout. Et d'autres le font avec des ordis. Et donc c'est vrai que. Enfin, je sais que quand je pars en déplacement, et je préfère limite perdre ma carte bleue que perdre mon carnet, parce qu'il y a vraiment tout mon travail à l'intérieur, et si je le perds.
et que j'ai pas les pièces du dossier, enfin voilà, j'ai perdu plusieurs journées de travail, quoi. Et après tu retranscris sur ton ordi ou... Ouais, d'accord. Après j'ai un fonctionnement comme ça avec des petits je sais pas comment on peut appeler ça. Oui, c'est très organisé, des post-it, non? Qu'est-ce que tu mets dedans, des petits marque-pages post-it, ouais. Et j'imagine ça va très vite quand même, des procès, il y a des témoignages qui vont vite. T'as pas peur de louper des trucs ou comment tu... Ça m'arrive d'en louper. Après, je note pas tout non plus. Non, pour le moment, ça va, vraiment. Ok. Non, mais je m'inquiète, tu vois. Je me dis, voilà, peut-être qu'elle trouve un autre process, Juliette. Mais un cahier, un crayon, son écriture à soi, finalement, c'est une chose beaucoup plus intime qu'un ordinateur. Ça te retient pas? J'ai pas un côté journal intime avec mon carnet, mais c'est vrai que pour l'anecdote, par exemple, pour le procès de Dominique Pellicot et les 50 autres accusés, j'avais trouvé un carnet très beau, vraiment avec des couleurs chatoyantes, et je me suis dit non, je peux pas prendre un si beau carnet et noter des choses aussi affreuses avec dedans. Des paillettes et tout. Voilà, la musique quand on l'ouvrait. Donc j'ai pris un carnet vraiment lambda. Et tu as dit dans une interview, la littérature nous rend empathiques. Le fait de lire nous rend empathiques. Est-ce que ça marche avec tes chroniques aussi? Est-ce que tu as l'impression d'essayer de faire ce travail-là, de nous rendre empathiques? En tout cas, je travaille comme ça. C'est-à-dire que j'essaye j'ai envie que les gens comprennent que les choses sont pas simples et qu'il y a vraiment toute une palette et toute une nuance de gris. Il n'y a pas les gentils contre les méchants. Il n'y a pas de gentils contre les méchants, qu'il n'y a pas de victime parfaite non plus, parce que justement dans le cas de Gisèle Pellicot, on a essayé de montrer certaines choses de son intimité en disant vous voyez, vous n'êtes pas non plus une sainte, et c'est pas le propos en fait, justement, c'est de montrer que oui, que les choses sont plus complexes. Ouais. Et ce rapport que tu entretiens avec l'écrit, est-ce que ça te permet de prendre de la distance? Tu t'as dit dans une interview, chaque affaire me hante. C'est quand même un mot assez fort. Ouais, mais c'est assez vrai. C'est-à-dire en fait, ça va pas être des affaires en entier, mais ça peut être des scènes, ça peut être des gens qui vont témoigner à la barre, qui vont me toucher, qui vont énormément me toucher. J'ai quitté un peu Avignon pour suivre un autre procès à Lyon, qui était un procès qui était sur un débat, qui tournait autour du débat sur la fin de vie, et vraiment j'ai passé 3 jours à pleurer. Alors au bout d'un moment c'était un peu gênant, quoi. Il fallait quand même que je me planque, mais ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter la fois où tu as cru que tu avais la gastro et en fait non? Ah ouais, elle est bien. C'est ma meilleure histoire. Ça paraît anecdotique, mais pas tant que ça. Il n'y a pas de lien avec le cassoulet, hein? Non, aucun lien. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, comme tu la racontes, je te l'ai entendu raconter, non. Oui, en fait, c'est vraiment parce que tu m'as posé la question. Oui. Mais t'en as parlé, sinon je me serais pas permis. Bien sûr. C'est toi qui nous as dit demande-nous. Ah ouais, demande-moi la gastro, c'est vraiment c'est ma meilleure histoire. T'es chier là. T'es chier comme Oui, on a compris. Ouais. Je suis sniper. Non, mais c'est un métier, c'est une école aussi. Voilà, il y a beaucoup de talent. Alors, la gastro. Alors, la gastro, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis le procès de Jacques Rançon. Je suis le procès. Non, alors peut-être trop de snipe, là. Peut-être, voilà. Je suis pour le caca. Oui, on l'avait. Ouais. Je suis, oui. Donc, Jacques Rançon. Jacques Rançon. Non. Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là? Ah. Ouais. Non. Ok. Donc c'est un procès qui se déroule à Perpignan. C'est l'affaire des disparus de la gare de Perpignan. C'est une affaire absolument abominable parce que des corps de femmes ont été retrouvés démembrés sur des terrains vagues, et ça a hanté pendant des années les enquêteurs qui n'arrivaient pas à trouver le coupable. Donc on a fini par retrouver qui c'était, et c'est Jacques Rançon. Et donc on a passé 3 semaines à entendre et à voir des choses absolument horribles. Et effectivement, donc moi je me targue souvent de ne jamais avoir attrapé la gastro. Et donc au milieu du procès, je rentre chez moi et je me sens vraiment pas bien. Et je me dis, ça y est, c'est le moment, c'est la première fois que j'attrape la gastro. C'est un grand jour. C'est un grand jour, vite, fait-on ça sous la couette. Et en réalité, non, j'avais rien du tout. C'est que je me sentais mal de tout ce que j'avais entendu parce qu'après j'en ai débriefé avec d'autres personnes autour de moi, et d'autres journalistes m'ont dit, mais moi j'avais la nausée quand je rentrais le soir chez moi, j'étais vraiment pas bien.
Donc bon, bah, voilà. Donc soit une épidémie de gastro, effectivement, soit ce qu'on entendait était particulièrement horrible. Des fois, la gastro, c'est dans la tête. Voilà où on voulait en venir. Je ne sais pas comment je vais faire la transition avec ce qui nous aide. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique, Élise? Quoi Ah ouais. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là. Ah non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? T'as le droit de dire rien. Hein. Mais si, j'écoute beaucoup de podcasts, mais j'écoute pas. Eh ben on va lancer un podcast. Ouais. Ah, voilà, Ok. Alors on va proposer des choses, Juliette. Oui, on va proposer une voix qui contient, comme celle de Nougaro, un torrent de cailloux et d'autres trucs. Et ça fait que cette voix, elle est inoubliable. C'est celle de la chanteuse américaine Macy Gray. Ici, dans cette chanson qui s'appelle I Try, elle essaye de dire au revoir, mais elle s'étouffe. Elle essaye de partir, mais elle trébuche. Bref, on dirait ma vie. C'était I Try. Macy Gray. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière, avec Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Lebarré et notre invité, la chroniqueuse judiciaire de Slate, entre autres, Élise Costa. Et c'est l'heure de celui qui nous vient du Havre, de la puissance de son port et de la puissance de son flot, Hakim Omiri. Bonjour. Alors, cette semaine a été le parfait exemple que les médias ne sont pas là pour nous informer. Ça a commencé avec Jordan Bardella dans le JDD qui a dit « Je suis pas d'extrême droite, je l'ai jamais été et je le serai jamais ». Ma théorie, c'est qu'il sait pas ce que ça veut dire. Le gars, il a des idées d'extrême droite, le vote de l'extrême droite, mais il veut pas être d'extrême droite. Il veut le beurre, l'argent du beurre et qu'il n'y ait plus de beurre en France. Je comprends pas l'énergie qu'ils dépensent à dire qu'ils sont pas xénophobes alors qu'il suffit de lire leur programme pour en être certain. Bon, après, faut savoir lire. C'est peut-être ça l'astuce. Et Jordan, s'il peut dire qu'il n'est pas raciste, c'est parce que tu as des gens du printemps républicain qui disent « Les véritables racistes, c'est les antiracistes ». Méditez bien là-dessus, les cons. Ah, parce que cette pirouette, même au JO, vous pourrez pas la voir. Dans le mouvement du printemps républicain, t'as des gens comme Raphaël Enthoven, Caroline Fourest, Rachel Kahn. C'est un peu l'élite de la nation, des génies, presque des dieux. Je suis obligé d'aller dans ce sens-là parce que si je vous dis ce que je pense, je vais avoir des procès. Non, parce que quand j'entends Raphaël Enthoven et philosophe, je suis là. J'ai envie de taper des trucs, de casser des machins. Non, mais c'est des gens, ils mélangent des mots au hasard pour faire des phrases, un peu comme Émeric. Sauf que eux, après, on dit que c'est des intellectuels, alors que c'est facile de dire de la merde. Par exemple, les véritables tueurs, c'est les victimes de meurtre. Parce que sans victime, il n'y aurait pas de meurtre. Normalement, quelqu'un qui te dit les véritables racistes, c'est les antiracistes, tu dis d'accord, bah tiens, va discuter avec un peu le mur là-bas et prendre l'élan. Mais non, eux, on leur offre une nouvelle chaîne de télé qui va s'appeler Réel TV, alors qu'ils sont dans le multiverse. Après, tu me diras, sur ces news, il n'y a pas de news. Mais ce qui est ouf, c'est que le Réel, cette semaine, il a pris cher. Il y a eu Marine Le Pen aux 20h de TF1 pour dire qu'elle risque une peine d'inéligibilité pour des raisons politiques, alors que non. Marine, si tu risques cette peine, c'est parce que t'es une voleuse, en fait. Et c'est un arabe qui te le dit. Et comme presque tout ton parti est concerné, il y a tous les descendants d'immigrés qui peuvent dire des phrases du style « De toute façon, vous êtes tous des voleurs et c'est légal ». J'ai suivi le procès, il y a masse de preuves et des millions détournés, mais il y a Darmanin, alors pas le ministre, l'agent immobilier, qui a dit « Cette peine, c'était pour qu'elle puisse pas se présenter ». Bah oui, en fait, c'est le principe. Si quand t'es élu, tu baises les Français, excuse-nous de vouloir que ça se reproduise pas, Stéphane Plaza. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir des médias qui donnent la parole uniquement à des cons, comme pour le procès Pellico? C'est pas un viol c'est quand elle crie, et là elle faisait dodo. Leur défense, c'est une vanne de Coluche. Et ça va pas aller en s'améliorant. Comme vous l'avez dit, l'école supérieure de journalisme de Paris vient d'être rachetée par plusieurs investisseurs, parmi lesquels Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Rodolphe Sadé et la famille Dassault. Wow. Qu'est-ce qu'ils sont altruistes, ces milliardaires? Les étudiants, ils vont rien capter. Bah je comprends pas, j'ai zéro, j'ai rapporté les faits. Bah justement, c'est pas ce qu'on te demande. Il y a même pas le mot islam dans ta copie. Tu veux bosser à BFM ou pas? Regarde, cas d'école pour Amsterdam.
On a dit qu'il y avait eu un pogrom alors qu'il n'y a pas eu de mort. On a illustré ça avec des vidéos de hooligans avec des barres de fer qui tabassent des gentils civils présentés comme juifs. Bon, sur les vidéos, les hooligans, c'était le Maccabi Tel Aviv. Mais on a fait de l'audience. Et ça a permis de faire un peu d'amalgame, de ne pas parler du massacre réel, celui-ci des civils à Gaza et au Liban, tout en présentant Israël comme les victimes éternelles. Et c'est seulement au bout d'1 semaine... Merci. C'est seulement au bout d'1 semaine qu'on a démenti un truc qui était vérifiable en un clic depuis le début. Ah d'accord, et du coup vous allez passer 1 semaine à rétablir la vérité? Ok, donc toi tu redoubles direct. Tu comprends rien au journalisme en fait, hein? Tu veux finir aux médias ou à Blast, c'est ça? Les médias ils nous baissent tellement tous les jours que je pense à porter plainte pour viol. Je suis pas consentant. Alors à tous les cons qui disent partout qu'on ne peut plus rien dire, je répondrai que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on peut dire n'importe quoi. Merci Hakim Omiri. Merci Hakim, qu'on retrouve tous les vendredis et samedis à Paris au Métropole et en tournée. T'es en tournée dans toute la France avec ton spectacle. Tous les liens sur tes réseaux sociaux. Hakim Omiri, Hakim sans H. Je précise. Élise Costa, chroniqueuse judiciaire de Slate, est toujours avec nous et ton interrogatoire n'est pas terminé. Ouais. Puisque Juliette t'en a envoyé un. Elle t'a posé des questions sur tes lectures. Est-ce que j'ai bon, Juliette? T'as hyper bon, Guillaume. Et alors, c'était vraiment des réponses très, très éditorialisées. Ça allait tout dans le même sens. Donc, moi, j'étais hyper contente. Je t'ai demandé quel livre t'étais resté de l'enfance. Tu m'as répondu un livre qui s'appelle « Les sorcières sont énervées » à destination des jeunes gens, d'un auteur français qui s'appelle Jacques Rivet et qui date de 1988. J'imagine qu'à l'époque, en 88, les sorcières n'avaient pas encore été réhabilitées. Il n'y avait pas eu de bouquin de Mona Chollet. Donc, est-ce que c'était des sorcières qui pratiquaient de la magie noire? Et pourquoi tu as choisi celui-là spécifiquement? Non, mais parce qu'en fait, c'est un livre qui est sur la langue française. Oh. À destination des jeunes, non mais c'est-à-dire qu'ils font des calembours, etc. Et donc je trouve c'est la première fois où je me suis dit on peut vraiment s'amuser avec la langue et on peut dire plein de trucs et faire rire. Et, je sais. Comme par exemple, on n'arriverait pas à dire rémunéré, alors on dirait rémunéré. C'était écrit. Oui, je sais. C'est mon personnage qui est bourré, c'est pas moi. Mais c'est ce que je dis. C'est tu joues avec la langue. Oh. Restez focus, hein, quand même, c'est important. Jouer avec la langue. Oui, donc on l'a. C'est le problème. Je vais l'écrire quand même au cas où. Donc les sorcières sont énervées, tu le conseillerais par exemple à des gamins qui auraient par exemple des petites angoisses avec l'idée de ne pas être très très bon en français? Ouais, par exemple, ou juste pour... En plus, c'est sous forme de nouvelles, donc ça va vite à lire. Et c'est plutôt drôle. Et c'est plutôt drôle. Je t'ai ensuite demandé quel livre t'avait donné envie d'être adulte et tu m'as répondu Huckleberry Finn de Mark Twain qui date de 1884. Alors en fait, ça a l'air, Huckleberry Finn, enfin les aventures de Huckleberry Finn, ça a l'air d'être la suite des aventures de Tom Sawyer, mais ça n'est pas tant que ça dans le sens où c'est un livre beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre, où Huckleberry Finn fait face à des choses qui sont encore bien plus flippantes et inquiétantes que Tom Sawyer. Ouais, j'ai toujours été un peu dark. Et c'est comme ça qu'on finit dans un palais de justice. Et non, en fait c'est un livre qu'on m'a forcé à lire. C'est-à-dire que c'est mon prof au collège qui nous a obligés à le lire et je voulais pas du tout. Et en fait, je l'ai lu et dès les 10 premières pages, j'ai été embarquée. Et donc, c'est juste que j'en garde un souvenir où parfois il faut quand même se forcer un petit peu à lire. J'avais peur que Émeric fasse une blague. On a tous peur de ça, hein. Ça fait 2 heures qu'on vit dans l'angoisse. C'est vrai que c'est Sniper, mais ouais, j'étais dans un état de sidération un peu, pardon. Mais tu t'es forcé à lire combien de pages? Non, mais du coup, je l'ai lu en entier. Avant, en plus, on avait des questions et tout ça, donc j'étais vraiment obligée de le lire. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc je ne pouvais pas tricher. Et Huckleberry Finn, donc dès le départ, il a l'air d'aller plutôt bien. Et en fait, il laisse tomber une vie qui pourrait être un petit peu facile pour choisir la liberté la plus totale et la plus dangereuse aussi. Et ça aussi, c'est une des raisons qui peut vous donner envie d'être un adulte. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des enfants qui sont un peu contraints d'être adultes. Et je sais pas, moi, ça me parle. Mais
Je peux pas rentrer plus loin dans l'analyse. Désolée, j'étais en 5e quand je l'ai lu. Oui, t'étais en 5e, mais c'est ce livre-là qui m'a marqué, dont tu me parles. Et ensuite, je t'ai demandé quel livre t'a fait rire. Alors là, t'as été claire et nette. J'ai aucun souvenir d'un livre qui m'ait fait rire. Mais le livre de Guillaume. Quand il dit ouin ouin, je me suis fait virer. Trop de snipe là dans l'émission. Alors, mais il y a des autrices qui te font rire, et c'est plutôt des autrices qui sont tournées vers la littérature jeunesse ou young adulte. Tu m'as parlé d'autrices qui s'appellent Anouk Ricard et Katharina Valk. Ben oui, mais bon, vous avez voulu tourner des perches. Ricard. Oui, voilà. Qui sont des femmes qui sont nées à peu près dans les années 50, et puis une autrice beaucoup plus jeune. Du coup, tu parles vite pour pas que ça Internet. C'est vrai, ouais, exactement. Une autrice beaucoup plus jeune qui s'appelle Margot Manchon, qu'on peut retrouver sur Instagram. Chat Noir Chat Blanc. Chat Noir Chat Blanc. C'est vraiment très très drôle. C'est une question ou oui. Tu as été voir? Non, moi j'ai été voir et j'ai trouvé ça très très drôle. Et toi, c'est pour ça que tu avais envie de parler d'elle aussi, j'imagine. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'absurde et d'autodérision, et je pense que c'est ça qui me fait le plus rire. Ouais. Et c'est ça qu'il n'y a pas dans le livre de Guillaume. Ouais. J'entends quand vous parlez de moi. Merci en tout cas à toutes les deux. Pas merci Émeric Lompré. On est toujours en direct de Toulouse, Caen. Restez avec nous, on va encore parler un petit peu de justice. On va être à la recherche de la vérité. Ce sera juste après tout plein de mensonges, car c'est la publicité. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est la dernière avec Juliette Arnaud, Émeric Lompré, notre invité Élise Costa en direct de Toulouse. Et c'est l'heure de celui qui murmure à l'oreille des auditeurs à 125 dB de moyenne. L'enfant terrible des massifs Cévenol, Pierre-Emmanuel Magic fucking Barré. Non, s'il vous plaît, n'applaudissez pas, on ne le mérite pas. Toulouse, je suis venu ici pour implorer votre pardon. Le vôtre est celui de la France entière, toute la province, opprimée jour après jour par la pseudo-élite de la capitale. Amis occitans, si je suis là aujourd'hui, c'est pour chier sur Paris. Alors, c'est loin, je sais, mais je suis sûr qu'en s'y mettant tous ensemble et en poussant très fort, on peut y arriver. Après, les Parisiens, ils vont être là. Regardez dans le ciel, regardez, c'est un Airbus, c'est une fusée Ariane. Non, c'est de la merde. Mais je crois que ça vient de Toulouse. Il y a des petits haricots blancs et des bouts de saucisses mal digérés. Camarades provinciaux, vous n'avez que trop enduré les saillies éculées des humoristes qui, en débarquant à Toulouse, font des blagues sur l'alcool et les chocolatines, à Lille sur l'alcool et le chômage, à Marseille sur l'alcool et les Arabes, et à Brest sur l'alcool et l'alcool. Vous n'avez que trop souffert des sempiternels. Ça va, pas trop de problème pour vous garer devant le théâtre avec vos tracteurs et vos calèches? Il y a le Wi-Fi où vous communiquez par pigeon voyageur. On peut boire l'eau du robinet. Attention, regardez les bouseux. La boîte à feu, c'est magique. Pardon, Toulouse, pardon, la France. Pendant trop longtemps, vous avez subi les artistes qui disent « Tiens, si j'allais roder mon spectacle en province, histoire qu'il soit bien au point quand je jouerai à Paris devant un public qui a la finesse nécessaire pour saisir le sens de mon œuvre. » Moi-même, oui. Merci, mais non. Moi-même, quand je vivais à la capitale, je l'ai fait. Je ne suis pas innocent, mais j'ai mûri. Et surtout, j'ai déménagé. Et putain, vous aviez raison depuis le début. Les Parisiens, c'est vraiment des connards. Les Parisiens, ils essayent de plus dire la province parce que ça fait méprisant, alors ils disent les territoires. Ils étaient à deux doigts d'appeler ça les colonies. Les Parisiens, 24 heures sur 24, ils vivent avec des klaxons, des sirènes de SAMU, des mecs torse nu avec une seule chaussure qui hurlent dans la rue. Et quand ils passent une nuit à la campagne, le matin, ils font « Dis donc, votre coq, il est un peu bruyant quand même !» Les Parisiens en province, ils disent « Ah, c'est drôle, vous avez tous l'accent ici. » Non, ils parlent tous pareil. C'est toi qui as un accent ici, espèce de gogol. On dirait un mec qui rentre dans le vestiaire des filles pendant la douche et qui fait « Bah, elle est où votre bite ?» Les Parisiens, ils appellent leurs gosses Adèle, Émile, Jules, Augustin, Célestine, Gustave. Et quand ils sont en week-end dans un gîte rural, ils se foutent de la gueule de Raymond qui joue au rapido dans un PMU. Il a 73 ans, Raymond. Il a une excuse pour avoir un prénom de vieux. Les Parisiens, ils disent que leur quartier gentrifié dans le 20e, c'est un vrai petit village. Et quand ils vont dans un vrai petit village, ils disent « Il n'y a rien à faire ici ». C'est à Paris qu'il n'y a rien à faire. Si t'as pas 300 balles à claquer dans la journée, tu tournes en rond comme un con dans ton appartement qui fait la taille des chiottes à Raymond. Les Parisiens,
Ils s'habillent avec des chemises à carreaux Patagonia de bûcherons, des bleus de travail Agnès B d'ouvrier, mais dès qu'ils marchent dans une flaque, ils font merde, mais Stan Smith. Les Parisiens, ils sont 2 millions contre 66 millions. Ils ont des tafs qui servent à rien. Ils sont directeurs de projet, happiness manager, publicitaires, marketeurs, consultants, experts en relations publiques, président de la République ou chroniqueur radio. Et ils pensent que tout le pays s'arrête s'il faut une sieste. Si les provinciaux ils construisent une clôture en palette autour du périph', en 3 jours, Paris, c'est Gaza. Il n'y a plus rien à manger, plus d'essence, plus de médicaments. Et les Parisiens, ils errent dans les rues en bouffant les cadavres et en vendant leur cul pour un Pokéball ou un vieux numéro de Society. On a tout centralisé à Paris, les institutions, les médias, la culture. Toutes les décisions sont prises au même endroit par des conservateurs consanguins intimement persuadés de savoir ce qui est le mieux pour le reste du pays. Mais Paris sans la province, c'est un tétraplégique sans auxiliaire de vie. Au bout de 24 heures, il est dans la merde jusqu'au cou. Alors pardon Toulouse, et merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel Barré. Un petit peu de démagogie, ça fait du bien. Merci Pierre-Emmanuel. Qu'on retrouve en podcast sur toutes les applis, en spectacle mardi et mercredi à la Comédie de Paris. Parce qu'il joue à Paris tout de même. Et en tournée partout en France et même en Navarre et même à Toulouse certainement bientôt. Puisque nous sommes à Toulouse, nous sommes toujours à Toulouse. Bien sûr, où nous n'avons toujours pas de fréquence. Je rappelle que Nova n'a pas de fréquence. Donc envoyez des mails, je rappelle, novafamily@radionova.com et vous insistez, voilà, vous pleurez, vous chouinez, vous savez faire, voilà, puisque vous êtes la France des territoires. La diagonale du vide. Pardon, je viens de foutre en l'air toute la chronique de Pierre-Emmanuel. Non, il s'est foutu en l'air tout ça. Élise Costa, chroniqueuse judiciaire, tu es toujours avec nous. Avant que tu retrouves ta liberté conditionnelle, on avait quelques petites dernières questions à te poser, si tu le permets. D'ailleurs, on va commencer par Juliette Arnaud. Élise, est-ce qu'il y a déjà eu des gens pour te draguer en te jouant la lettre à Élise au piano? Si oui, est-ce que tu veux en profiter pour les outer? Non. Il n'y en a pas eu? Non, pas du tout. Non. Mais les gens sont nuls, en plus, des cons. Émeric. Ouais, quoi? Bah, une question. Oui, vous préférez quand Christophe Ondelat, il imite la concierge, la veuve ou la mère du criminel? Le bébé. Ah, le bébé. Il le fait tellement bien. Pierre-Emmanuel. Oui, à votre avis, Élise, s'il y en a un parmi nous qui se fait assassiner, ce sera avec quel type d'arme et pourquoi Émeric? Je pense que ça sera une bagarre à la sortie d'un bar. Ouais, et une mauvaise chute. Une bargare. Voilà, et les jeux de mots. Maintenant. Ouais. Le mobile, ça sera les jeux de mots, je pense. J'ai une question pour toi, Élise. Où est Xavier Dupont de Ligonnès? Je tente le coup au cas où. Ben, ça devait être mon invité ce soir et c'est pour ça qu'il m'a dit. Très bonne réponse. Juliette Arnaud. Est-ce que chroniqueuse judiciaire comme métier, c'est plus sexy que chroniqueuse littéraire? C'est pour ça, c'est pour une amie. Est-ce que c'est plus sexy? Oui. Ouais, je pense. Ouais, quand même. Ouais, je le sentais. En parlant de sexy, Émeric. Ouais, c'est moi. Ouais, allez. Est-ce qu'à force de raconter des histoires criminelles, est-ce que Christophe Ondelat n'est pas le meilleur placé pour faire un crime parfait? Non, parce qu'il raconte que des histoires où les gens se sont fait prendre, donc non, je pense pas. Ouais, je m'attendais pas à ce que tu réponds. Pierre-Emmanuel, une dernière? Oui, lors du procès pour l'assassinat d'Émeric, est-ce que dans votre podcast, vous pourrez rappeler que j'ai eu une enfance très heureuse et que je l'ai fait en pleine conscience et pour la société? À moi. Et oui? T'as dit oui, Élise, ou pas? Ah, j'ai pas répondu, pardon. Oui, bien sûr. Évidemment. Merci, Élise, d'avoir été avec nous. Élise Costa, qu'on peut applaudir bien fort. Retrouvez ses chroniques sur Slate. Et son podcast Arte Radio, Fenêtre sur Tour. Merci beaucoup. Et son livre, Les nuits que l'on choisit. Évidemment, son livre. Merci beaucoup, Juliette. Merci à Tania Louis d'être venue nous apprendre les parasites. Perrine Desarts, Hakim Omiri, qu'on peut applaudir bien fort. Retrouvez-les en spectacle. Merci à l'invité de notre invité, c'est Carnet, formidable. Merci d'avoir été avec nous, cher public. Merci beaucoup à vous pour cette ambiance. Merci à toute l'équipe de la cartoucherie qui nous reçoit. La cabane, merci à l'hôtel Sanga qui nous a permis de prendre une douche. Merci à Malo, notre réalisateur, à Lucille, à la technique depuis les studios de Nova. Merci à toutes les équipes techniques de Nova. Frédéric Antelme, voilà, toute la team. Colline, Mehdi, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux. Merci aux équipes vidéo, Goodway, Benjamin, Alban, Adrien. Merci à Christian pour la programmation musicale. Théo, Mano, Loris à la prod. Merci à notre indispensable rédacteur en chef, Ramzi Assadi.
Et merci à Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien et vivement la dernière. La dernière.